Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Voilà, c'était notre jingle sans fin. C'était une petite surprise, ça l'a été pour moi aussi. Le déconfinement au Portugal se poursuit et notre mot d'ordre reste le même que la fois passée, soutien à nos restaurateurs et à nos commerçants. La même chose devrait suivre en France d'ici peu et c'est une bonne nouvelle. J'ai 2 coups de gueule, des vrais, des sérieux, à lancer avant de commencer mon édito. Le vaccin AstraZeneca aurait à ce jour causé la mort de 8 personnes par thrombose sur presque 2 700 000 vaccinés en France, ce qui fait un peu moins de 3 décès par million. Le taux de thrombose lié à la pilule féminine, est beaucoup plus important. Et il existe un très grand nombre de médicaments qui ont des taux de 1 mort pour 30 000 ou 40 000, soit à minima 100 fois plus. J'ai l'impression que nous sommes en train de faire les frais d'une vraie guerre des laboratoires ou d'une ingérence des anti-vaccins avec une communication bien orchestrée. Voilà, à chacun d'en tirer sa propre conclusion et à chacun de faire ce qu'il veut, mais ce qui devait être dit a été dit. Le second coup de gueule est une décision de la Cour de cassation de ne pas juger le meurtrier de Sarah Halimi. J'ai en même temps envie de pleurer et d'hurler, mais pour l'instant, je vais espérer que la Cour européenne des droits de l'homme rendra sa dignité au peuple français. J'ai le sentiment qu'une fois de plus, même si la justice a respecté le droit, et loin de moi l'idée de dire ou de penser le contraire, elle n'a pas été juste. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, où tant de gens veulent éteindre nos lumières, nos belles lumières, la tolérance, la liberté, l'égalité, qui ont fait de la France ce qu'elle est, nous avons besoin du juste et nous avons besoin de nous sentir protégés et défendus. Voilà. Les arbres ne montent pas au ciel, vieil et sacré adage boursier. Et pourtant, comme on aurait envie d'y croire, le record du CAC est de 6 944,70. Il a été atteint le 4 septembre 2000. En 2007, on crut un instant que l'on allait le dépasser, mais la crise bancaire en décida autrement. En 2020, on pensait que cette fois c'était la bonne, mais le Covid en décida autrement. Et maintenant, en 2021, que va-t-il se passer? Comme je ne cesse de le répéter, il n'y a pas de prophète en bourse. Quelques gourous, mais ils finissent toujours par se tromper. En 2007, le CAC était tiré par les financières et la crise bancaire est venue les laminer. En 2020, le CAC était tiré par le luxe et la technologie. Et le Covid est venu tout chambouler pendant un an. Mais nous sommes revenus. Si aucun de ces 2 secteurs, luxe et technologie, ne craque et que la hausse des taux donne de l'élan au secteur bancaire, c'est jouable. Si un secteur déjà haut, et la technologie craque, on n'y arrivera pas. Jouons stratège militaire et voyons les forces en présence. Allez, nos alliés. Le succès de la campagne de vaccination mondiale, le retour de la croissance, la hausse des taux. Attention, celui-là pourrait bien être un agent double. Le plan Biden, l'impôt minimum mondial. Attention, un autre agent double en puissance. L'Asie, qui reste le premier acheteur du luxe, et le profit, ou plutôt la profitabilité des entreprises. Quelques-uns de nos alliés méritent qu'on s'y attarde pour développer un peu. La hausse des taux est un indicateur avancé de la croissance. Et donc, en ce moment, si les taux montent, c'est parce que les tenants de marché sont persuadés que la croissance est de retour, qu'elle va, en ce sens, c'est une bonne chose, mais du fait du renchérissement du coût des crédits, elle apporte aussi avec elle un peu d'inflation, ce qui va aider les États à augmenter leurs recettes fiscales. En France, comme dans beaucoup de pays, la TVA peut représenter pas loin la moitié de ses recettes. Donc, s'il y a un peu d'inflation, automatiquement, les recettes liées à la TVA vont monter. Si la machine ne s'emballe pas et que cette hausse reste contenue et ne modifie pas la pontification traditionnelle des taux, c'est-à-dire des taux longs plus hauts que des taux courts, cela reste un élément positif et un élément porteur. Quant à l'inflation, un de ses moteurs étant les salaires et que la crise a créé beaucoup de chômage, alors que le boom du distanciel et de la technologie va permettre de produire autant, sinon plus, avec moins d'emplois, ce levier de l'inflation ne sera pas actif pour l'instant, ce qui devrait nous permettre d'avoir une inflation maîtrisée. Si Biden arrive à imposer son impôt minimum, et c'est bien parti pour, les recettes fiscales vont augmenter et les États pourront soit investir, soit commencer à se désendetter. Et cela est une bonne chose. Les profits de quelques multinationales pourraient baisser, mais elles augmenteront presque en cachette un peu leurs prix et fouetteront leurs sous-traitants pour produire un peu moins cher. Bref, la recette classique. En France, malheureusement, on ne fera ni l'un ni l'autre. On continuera à dépenser bêtement et presque inutilement, mais comme nos entreprises font plus de business en dehors de France qu'à l'intérieur, ce ne sera pas trop gênant pour elles, donc pas trop gênant pour le CAC. La catastrophe viendra, on ne peut pas dépenser sans fin un argent que l'on n'a pas, pas tout de suite, mais elle viendra, c'est une certitude. Et je vous laisse deviner qui en paiera le prix, toujours les mêmes, rappelez-vous ce que disait Coluche.
L'Asie étant le premier acheteur de luxe, la croissance de la zone aidera le secteur à augmenter ses profits et par voie de conséquence, la valorisation de ses titres. Je vous rappelle que le secteur du luxe doit tenir, que la valorisation des titres est déjà très haute. Quand on regarde la courbe de LVMH sur les 12 ou 24 derniers mois, elle est assez impressionnante. Nos ennemis, le dérapage de l'inflation, une hausse des taux qui s'emballe, un variant résistant au vaccin, un krach du luxe ou de la techno. Nos ennemis ne sont pas très forts aujourd'hui, mais ils sont tapis et pourraient surgir à n'importe quel moment. Ils sont imprévisibles et doivent être surveillés. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas enrayer la dynamique haussière. Les points à surveiller sont l'évolution sanitaire des nouveaux variants. Ce point est dangereux, car si nous ne vaccinons pas assez vite et que des variants résistants apparaissent, ce sera retour à la case départ. C'est un peu pour cela qu'Israël, dans son plan, avait volontairement fermé les frontières d'une manière assez brutale, quasiment antidémocratique, le temps de la vaccination. Elle a déjà réouvert l'ensemble de son économie, mais n'a toujours pas réouvert ses frontières, de peur d'un nouveau variant avant une vaccination vraiment solide et une population vraiment protégée. La hausse des taux va raréfier le financement des valeurs tech qui ne font pas de profit. Là, on risque d'avoir un petit problème. Rappelez-vous de l'une où on a vu des valeurs qui valaient des sommes folles s'effondrer et ensuite apprendre qu'il n'y avait pas de chiffre d'affaires, très peu de chiffre d'affaires, ou qu'il y avait autant de pertes, sinon plus de pertes que de chiffre d'affaires. Si les États venaient à s'en prendre au Bitcoin de manière brutale, cela pourrait être mal perçu et servir de déclencheur. En conclusion, je pense que nous allons battre ce record vieux de plus de 20 ans et nous en avons aujourd'hui la force et des vents favorables soufflent dans le bon sens. Mais rappelez-vous, je ne suis pas un prophète et un grain de sable pourrait venir enrayer cette dynamique haussière. Un autre adage dit jamais 2 sans 3 et nous avons déjà échoué 2 fois. Mais dans la dynamique haussière. Mais d'un autre côté, ce n'est qu'un adage et proverbe n'est pas vérité. Aujourd'hui, je suis trouvons le terme, un croyant méfiant, mais j'y crois et mes placements sont orientés dans ce sens. C'est maintenant à Cyriac Dayan, qui remplace David Calfon de Senso, de faire son point de marché, toujours de compétition. Bonsoir Cyriac. Bonsoir Bernard, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, et vous? Très bien aussi. Alors, ce soir, le point marché. Alors, bon, reprenons depuis le 5 avril le dernier point qu'avait réalisé David. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est déjà notable, c'est finalement une tendance à la hausse des marchés que vous citiez, qui a continué, qui s'est même un petit peu accélérée sur avril. Si on fait le point d'étape au 16 avril, sur le mois, on est quand même sur une hausse du S&P de 5,5%. L'Eurostoxx un petit peu moins, mais toujours positif avec plus 3%. Le CAC à plus 3,6%. Reste la Chine qui est quand même négative avec moins 1,6% sur la période. On voit donc que la dynamique haussière des marchés actions, elle ne s'est pas arrêtée. Par contre, il y a un élément qui est très important et très intéressant et qui rebondit sur votre analyse sur la partie taux, c'est cette stabilisation sur les taux qu'on a connus et qui finalement a entraîné une inversion des tendances sur les secteurs et sur les styles. Je m'explique. Les taux US, par exemple, sur la période, ont baissé dans l'ordre de 15 BP. Au plus haut, on était à 1,75, on est revenu à quasiment 1,58 pour être précis. Les taux de la zone euro sont stables, l'Allemagne se situant aux alentours de moins 0,25, moins 0,30. Dans ce contexte-là, finalement, les taux s'arrêtant de monter, les valeurs qui avaient été délaissées depuis quelque temps, les technos, principalement les technos, les valeurs chères, globalement, on commençait à rebondir. Et quand on regarde les styles, par exemple, sur la croissance, le style croissance aux États-Unis sur la période c'est-à-dire depuis le début du mois, progresse de 8,1%, alors que la value progresse certes, mais que de 3,2%. La surperformance de la value s'est donc arrêtée assez nette en avril, mouvement qui avait été initié dès mars. Ceci est intéressant, c'est que globalement, finalement, le secteur de la croissance, le style croissance a besoin d'une stabilisation des taux plus que d'un retournement pour se remettre à reperformer de nouveau. Ce mouvement-là, on le retrouve également en Europe avec une dynamique relativement proche parce que si on regarde les styles, toujours la value progression de 1,6 et la croissance progression de 4,6% sur le mois. Donc vraiment une dynamique positive. On n'est pas à vous dire que globalement, aujourd'hui, la value est déjà, j'ai envie de dire, à mettre à la poubelle. Mais ceux qui anticipaient un rallye durable et constant de la value face à la croissance se trouvent un petit peu dépourvus dans ce mouvement qu'on connaît quand même depuis un mois.
D'autant plus que si on regarde les secteurs, on voit que le secteur, par exemple, de l'énergie qui avait fortement progressé, qui est un gros pourvoyeur de la surperformance de la value, fonctionne beaucoup moins bien. J'exclurai de ce raisonnement les banques qui ont vraiment une dynamique tout à fait particulière et qui finalement profitent de la pontification des taux, de la pontification de la courbe des taux. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le secteur bancaire et c'est pour ça qu'il pourrait continuer à se comporter correctement dans les prochaines semaines. Voilà au niveau des marchés actions, j'ai envie de dire, est-ce que jusqu'ici tout va trop bien? Peut-être, mais en tout cas, tout va bien et la tendance continue à se poursuivre. Si on regarde du côté de la macro maintenant, la situation est excellente, voire assez extraordinaire, il faut bien le reconnaître. On a des chiffres que l'on ne pensait jamais voir ou plus jamais voir, pour être précis. Quand on regarde les ventes au détail qui ont été publiées aux États-Unis, plus 9,8% sur un mois. C'est du jamais vu. On voit également que le PIB en Chine, plus 18,3% sur un an glissant, un chiffre assez extraordinaire. On attend celui des États-Unis qui devrait être tout aussi extraordinaire. Les indicateurs avancés continuent à nous montrer finalement une situation très favorable avec un PMI, donc cet indicateur des chefs d'entreprise qui, lorsqu'il est au-dessus de 50, indique une croissance et qui aujourd'hui est à 59,7, donc un chiffre extrêmement élevé. Donc l'horizon est quand même très, très éclairci, très, très dégagé pour les prochains mois au niveau de l'économie, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Reste la zone euro qui est toujours un petit peu le dernier de la classe. On pourrait avoir des bonnes surprises quand même au deuxième semestre, comme le signalait Bernard, la réouverture de l'économie progressive, une campagne de vaccination qui s'accélère nettement au deuxième trimestre et qui donc devrait impacter l'économie au deuxième semestre. Mais il n'en reste pas moins qu'on reste toujours dans nos travers. Je pense par exemple au cas italien, qui doit présenter son plan de relance avec l'accord européen qui a été validé l'année dernière et qui, pour l'instant, ne trouve pas le tampon de l'Europe. Et donc, au 30 avril, si l'Italie n'a pas proposé un plan qui soit validé, on se retrouve dans une situation encore compliquée, très, très européenne, j'ai envie de dire, très zone euro. Et donc, globalement, on n'est encore pas sorti d'affaire en zone euro, mais la situation est quand même meilleure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a tellement l'habitude d'être déçu par la zone euro que quelques bonnes nouvelles permettent finalement une inversion de la tendance comme on a pu le voir récemment. Au niveau de l'inflation, un petit mot ou un petit chiffre, l'inflation aux États-Unis qui sort à plus de 2,6%, chiffre très élevé, mais encore une fois, c'est le chiffre d'inflation globale et qui profite d'un effet de base favorable du pétrole. Lorsque cet effet de base va disparaître, l'inflation va mécaniquement rebaisser aux États-Unis et l'inflation core qui exclut l'alimentaire et l'énergie progresse, mais progresse que de 1,6%. Du côté de la Fed ou même de la BCE, on voit que l'inflation aujourd'hui n'est pas le scénario acheté par les banques centrales. Et de notre côté, nous croyons toujours que ce n'est pas le scénario à moyen terme qui va se matérialiser. Une petite hausse de l'inflation, oui, mais une explosion de l'inflation, comme on a pu le connaître dans les grandes périodes des années 80, nous n'adhérons pas à cette vision-là. Un dernier point sur l'inflation et sur la question des goulots d'étranglement. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas. On voit qu'au niveau, par exemple, des puces électroniques, aujourd'hui, il y a un vrai souci, beaucoup de demandes, une offre limitée. Mais encore une fois, de notre point de vue, c'est temporaire. Dès que les choses se seront stabilisées au niveau de la production, sur les sites en particulier en Asie, où il y a eu des incendies qui ont vraiment impacté la production, les choses vont se stabiliser. Et donc, ce phénomène inflationniste est pour nous, encore une fois, du court terme ou du moyen terme à 6 mois, mais ne changera pas radicalement la donne. La vraie inflation, c'est l'inflation qui passe par la hausse des salaires. Mais lorsqu'on voit le taux de chômage aux États-Unis ou en Europe, on en est encore loin. Un petit point enfin pour terminer sur les éléments qui peuvent faire dérailler cette vision qui est quand même positive. La géopolitique, on voit que les États-Unis montrent leurs muscles et le pragmatisme de Trump est en train d'être effacé par une vision beaucoup plus forte et beaucoup plus claire de Joe Biden. Je pense par exemple, et en particulier plutôt, au cas de Taïwan, qui est aujourd'hui un point clé sur les discussions entre Américains et Chinois. Les Chinois sont d'un naturel assez flexible dans la gestion des conflits, mais on voit que Taïwan est une ligne rouge et légalement pour les États-Unis. Donc, affaire à suivre quand même sur ce point-là. Au niveau géopolitique, on en parle peu en ce moment, mais il y a vraiment des sujets. Alors, je vais parler de Taïwan parce que pour moi, c'est le plus important, mais il y a aussi la question de la Russie, on l'a vu très récemment, ou encore
la question de l'Iran. Un dernier mot pour conclure, la microéconomie reste très bien orientée. On a eu des résultats excellents. Alors, LVMH a marqué les esprits, une progression du chiffre d'affaires de 80% en Asie sur un an glissant, du jamais vu encore une fois. Mais lorsqu'on regarde un peu plus loin et qu'on dézoome, et du côté des États-Unis où la publication est quand même avancée, puisqu'il y a 10% des entreprises qui ont déjà publié, les résultats, il faut le dire, sont également historiques. Une progression qui, pour l'instant, de 30% entre les anticipations et les chiffres publiés, progression donc de 30% des bénéfices des entreprises, c'est du jamais vu. Et c'est intéressant parce que quand on regarde les secteurs, un secteur qui s'en sort extrêmement bien, ce sont les financières, à la fois en absolu et en surprise. Et donc, de notre point de vue, lorsqu'on veut jouer la thématique financière, il faut plus s'orienter du côté des États-Unis, avec des banques qui sont très bien gérées, qui profitent de la portification et qui publient des excellents résultats, ce qui n'a pas malheureusement été toujours le cas des banques de la zone euro. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur la situation actuelle de l'environnement économique et des marchés. Merci beaucoup, Cyriac. J'ai deux petites questions à vous poser. Alors, pour être pragmatique, je vais revenir sur cette surperformance de la value qu'on a connue et qui semblerait s'arrêter maintenant. Pour vous, aujourd'hui, c'est le moment de vendre ces fonds value, parce que ceux qui les ont bien achetés, ils peuvent avoir entre 20 et 60% de hausse, et de passer sur des fonds non déterminés, voire même de revenir sur des fonds tech, ou c'est le moment de bien regarder le marché et c'est encore un peu trop tôt pour vendre et les signaux ne sont pas là? Alors, de notre point de vue, sur la value, pour un investisseur qui aurait été surexposé, il y a vraiment de la valeur aujourd'hui à réduire sa surexposition, à revenir à une forme de neutralité. On n'irait pas forcément sur des titres ou des fonds growth, donc de croissance. Notre message est plutôt d'aller sur du blend et avec des biais thématiques ou de style. Je pense par exemple aux small cap de la zone euro qui vous permettent de profiter de la croissance, mais également d'éviter d'avoir une valorisation trop élevée comme peut l'être le secteur de la techno, mais jouer la value et en particulier le secteur énergétique qui est quand même un point important dans la value, aujourd'hui avec une surexposition nous paraît finalement aujourd'hui pas une bonne idée et plutôt si vous êtes surexposé de réduire et de vous mettre sur des fonds blend où il y a des choses qui sont intéressantes et surtout des fonds et des gérants qui sont capables de générer de l'alpha en Europe et aux États-Unis. D'accord. Et alors, ma deuxième question, vous nous avez parlé des financières et vous nous avez expliqué que c'était peut-être plus intéressant de jouer les financières américaines, donc les banques américaines. Quid du dollar allez, on va dire le dollar dans les quelques mois à venir? Vous pensez qu'il va rester stable, qu'il va monter, qu'il va baisser par rapport à l'euro? Alors, par rapport à l'euro, nous, on est plutôt sur un range, 1,15, 1,25. Alors, c'est un range assez large, mais globalement, on n'était pas très éloigné puisqu'on est monté à 1,23 en début d'année et on est descendu jusqu'à 1,17. Donc, on a déjà fait quasiment la moitié du range. On pense qu'en fait, il y a des dynamiques en présence qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire que globalement, les bonnes surprises au niveau macro, comme je l'ai dit aux États-Unis, elles sont déjà dans les cours sur le dollar. Par contre, les bonnes surprises au niveau macro en zone euro, elles pourraient soutenir, et c'est d'ailleurs le mouvement qui explique le passage de 1,17 à 1,20 qu'on connaît depuis quelques jours. Par contre, de notre point de vue, la première hausse des taux, elle sera anticipée du côté de la Fed et pas de la zone euro. Et donc, le dollar pourrait à ce moment-là profiter d'un mouvement de hausse dans un second temps. Alors, c'est plutôt fin d'année que ça pourrait jouer. Mais globalement, on est dans un range, 1,15 à 25, et on ne voit pas de raison de sortir d'un côté ou de l'autre de ce range-là dans les prochains mois, et j'ai même envie de dire jusqu'à la fin de l'année. Très bien. Merci beaucoup, Cyriac. Je vous dis à très bientôt et vous revenez nous voir quand vous voulez. C'est maintenant au tour de Merci. Julien-Pierre Nouan. Bonsoir, Julien-Pierre. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes le directeur des équipes économiques de Lazard Frères Gestion et en même temps, vous dirigez la gestion diversifiée. Alors, avant de commencer, juste en quelques mots, qu'est-ce que c'est la gestion diversifiée? Alors, la gestion diversifiée, c'est simplement la gestion des produits où on va avoir à la fois des actions et des obligations, éventuellement d'autres actifs, mais c'est vraiment le cœur de ces produits. Et donc, on va pouvoir jouer, au-delà de la sélection des titres, sur l'allocation entre les grandes classes d'actifs
pour essayer de générer de la performance pour nos clients. Grosso modo, essayer de réduire le poids des actions quand on pense que le potentiel des actions est un peu moins important, ou au contraire, renforcer le poids des actions quand on pense qu'on a un point important sur les actions, jouer sur l'allocation géographique et plein d'autres leviers, hein, on en parlera peut-être un peu plus tard, tous les leviers qu'on peut avoir par exemple sur un fonds comme Lazard Patrimoine que nous gérons chez nous. D'accord. Donc, c'est l'art de la mesure et du réglage fin, c'est ça? Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. OK. Et Lazard Frères Gestion. Alors, Lazard, c'est un nom qui est connu, c'est un nom qui résonne. Et donc, frères, on va dire qu'il y en avait plusieurs. Et gestion, c'est parce que vous gérez. Allez, je vous laisse nous expliquer tout ça. Tout à fait. Alors, Lazard, c'est effectivement une maison dont le nom est assez connu, mais pas forcément pour notre métier, hein. C'est une maison dont, on va dire, dont l'image est surtout liée aux affaires financières, donc tout ce qui est conseil en fusion-acquisition, grandes opérations financières, hein, où les banquiers de Lazard vont conseiller leurs clients dans les opérations d'achat plus ou moins amicales. Ça, c'est vraiment le métier pour lequel Lazard est connu. Mais en même temps, c'est que la moitié de Lazard, parce que l'autre moitié de Lazard sont des activités de gestion d'actifs partout dans le monde, avec vraiment un poids égal pour les deux métiers. Lazard Frères Gestion, c'est la structure de gestion d'actifs de Lazard en France. On n'a pas que des clients français, on rayonne dans toute l'Europe. On a également une société sœur qui s'appelle Lazard Asset Management, qui fait de la gestion aux États-Unis. Et donc voilà, Lazard Frères Gestion, c'est l'activité de gestion de Lazard à Paris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on gère à peu près un peu moins de 30 milliards d'euros pour nos clients, une partie en gestion privée, une partie en gestion, ce qu'on appelle gestion institutionnelle, où on va gérer de l'argent pour les caisses de retraite, pour les mutuelles, pour d'autres banques privées, ou gérer des fonds qu'on va présenter à des conseillers en gestion de patrimoine, des fonds dans lesquels tout un chacun peut investir. Et si on devait définir vraiment la culture de Lazard, parce que je pense qu'au-delà des chiffres, c'est ce qui est quand même très intéressant, c'est une maison où on a un modèle, ce qu'on appelle, nous, d'analyste gestionnaire. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais à la fois responsable des études économiques et de la gestion diversifiée. Eh bien, c'est un peu pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, au sein de la gestion action, ce sont les mêmes personnes qui font l'analyse des valeurs, rencontrer le management, faire des modèles sur la base des données financières. Ce sont ces mêmes personnes qui vont faire la gestion des portefeuilles, donc choisir quel titre on va mettre dans tel fonds en fonction de ses spécificités. Et nous, au sein de la gestion diversifiée, ça veut dire qu'on suit la macro, les marchés, et en fonction de ces perspectives, on décide de s'exposer à telle ou telle classe d'actifs. D'accord. Alors, c'est une vieille maison, Lazard? Oui, j'ai oublié de le dire. Lazard existe depuis 1848. Alors, c'est une maison dont l'histoire remonte à la ruée vers l'or aux États-Unis, hein, et assez rapidement, des relations bancaires se sont recréées avec la France. On a donc une vieille histoire comme ça, hein, et c'est une maison qui a eu son importance dans la construction du capitalisme français dès les années 30 et dans les années 70-80, en conseillant beaucoup d'opérations un peu structurantes. Et donc, c'est une maison qui a une vieille histoire. Alors, ça influe évidemment sur la culture, hein, ça donne une certaine prudence. L'idée qu'il ne faut pas se lancer trop vite dans les phénomènes de mode, mais voilà, une certaine solidité dans les décisions. Alors, si je reviens un petit peu au point marché que nous a fait Cyriac Dayan, bah, je pense que c'est un peu pile votre métier aussi, parce que vous devez choisir entre les actions et les obligations. Donc, les obligations, tout va dépendre si les taux vont monter ou pas monter. Les actions, je pense que je ne sais pas si vous partagez son point de vue, mais en tout cas, je pense que vous partagez la question entre value et croissance ou value et blend. Alors, déjà, on va dire les 6 mois passés, la recovery de la value, vous étiez bien dedans? Vous aviez bien anticipé ça?
Oui, nos fonds ont offert de bonnes performances sur cette période. C'est vrai que nous, notre analyse, après assez rapidement, suite à la crise sanitaire, c'est que tout cela allait amener des réponses budgétaires et monétaires d'une ampleur historique. Parce que quelque part, vous voyez, en 2008-2009, c'était la faute des méchants banquiers. On n'allait pas les sauver. Aujourd'hui, on est dans une crise où il n'y a pas vraiment de coupables. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue d'économie politique, quelque part, ça ouvre la voie à des réponses d'une ampleur beaucoup plus grande, puisqu'on quelque part, on va chercher à sauver tout le monde. Et on pensait que ça allait permettre à l'appareil productif de traverser cette crise dans un état relativement préservé. Et c'est ce qu'on voit. Alors évidemment, on sait qu'il y aura des faillites, mais globalement, lorsqu'on regarde au niveau global les entreprises ont plutôt bien traversé cette crise. Et qu'une fois que les économies seraient réouvertes, eh bien, on aurait une reprise de l'activité importante qu'on commence à voir aux États-Unis. On en avait déjà eu les prémices à l'été dernier. L'été dernier, on pensait que ça y est, on était en train de mettre tout ça derrière nous. Et donc, on avait une réouverture qui avait généré un fort rebond de la croissance. C'était sans doute un peu prématuré, mais heureusement, là, depuis les vaccins, on voit voilà, la perspective de l'ouverture qui est devant nous et les marchés ont commencé à se positionner là-dessus. C'est ajouté à ça aux États-Unis l'adoption, l'arrivée au pouvoir de l'administration Biden et la mise en place de plans de relance de grande ampleur dont on va continuer à voir les effets sur l'économie. Donc oui, le fonds s'était positionné assez tôt sur cette thématique de on va dire, reprise économique, reflation via différents moyens. Alors, on a parlé des obligations. Pour nous, en fait, les obligations, il faut vraiment faire la distinction entre les obligations d'État, les obligations classiques, qui, elles, sont très sensibles au taux d'intérêt. Et vous avez d'autres types d'obligations émises par les entreprises, par les banques, qui peuvent avoir un comportement un peu mixte grâce à un supplément de rendement qu'elles offrent généralement par rapport aux obligations d'État. Et on pense qu'au sein du monde obligataire, vous avez encore des poches d'opportunités très attractives du côté de ce qu'on appelle les obligations à haut rendement, les dettes subordonnées financières ou les suppléments de rendement. Alors, sont revenus par rapport au niveau très très élevé qu'on avait pu connaître au printemps dernier, mais sont encore attractifs dans un contexte de reprise et de soutien des politiques monétaires. Alors justement, depuis 3 mois, les banques avec leurs dettes subordonnées ou les entreprises privées, elles empruntent un peu moins cher ou un peu plus cher ou pareil? Alors, elles empruntent plutôt un peu moins cher. Les spreads ont diminué. Ça a compensé en partie la remontée des taux d'intérêt. Et on reste globalement sur des niveaux de taux d'emprunt historiquement bas. Et ça, pour vous, ça devrait continuer? Alors, ça continuera tant qu'on n'aura pas de mouvement de remontée des taux d'intérêt très fort. Nous, on est positionné en fait sur un fonds comme Lazard Patrimoine pour une remontée des taux longs, mais alors des taux longs aux États-Unis, j'en reparlerai peut-être plus tard si vous voulez. Mais on pense que la remontée des taux, elle sera liée au changement de politique monétaire. Et aujourd'hui, on a encore des banques centrales qui nous disent que leur priorité, c'est de soutenir l'activité, et ça va le rester pendant encore un certain temps, sans doute au moins 1 an. Et donc, on a encore une opportunité, une fenêtre pour de taux relativement bas pour nous pendant encore une bonne année. D'accord. Alors, on va passer maintenant à Lazard Patrimoine parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard. Donc, allez, en quelques minutes. Alors, Lazard Patrimoine, c'est quoi exactement et c'est fait pour qui? Comment ça fonctionne? Alors, Lazard Patrimoine, c'est un fonds justement diversifié, donc sur lequel on va avoir à la fois des actions, des obligations. C'est un fonds à vocation patrimoniale, donc qui est là pour permettre une appréciation progressive du patrimoine des gens qui investissent dans ce fonds. On essaie de limiter la volatilité. La poche action va être limitée à 40% maximum. Alors, son vrai nom complet, c'est Lazard Patrimoine SRI, parce que c'est donc un fonds patrimonial avec un label ISR.
C'est assez rare encore aujourd'hui, hein, mais on a fait ce choix. On pense que le mouvement vers l'ISR est un mouvement assez fort. Et donc, on a une gestion ISR plus au niveau de la sélection des titres et pour la construction du portefeuille. C'est un fonds sur lequel on apporte beaucoup d'importance à la flexibilité. On pense qu'aujourd'hui, dans un contexte de taux d'intérêt très bas, la gestion patrimoniale ne peut plus être ce qu'elle était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous aviez on va dire dans votre portefeuille, une grosse poche obligataire qui vous donnait du rendement récurrent assez simple et un peu d'actions pour dynamiser. Aujourd'hui, avec des taux à zéro, on ne peut plus faire ça. Donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir une allocation très flexible pour essayer de pouvoir profiter au mieux des mouvements de marché. Et le dernier point sur Lazard Patrimoine SRI, c'est que vous avez aussi un mécanisme systématique de réduction du risque dans notre gestion qui est très fondamentale. En fait, ça vient potentiellement, ça vient nous aider à réduire le risque de drawdown, donc de baisse forte du fonds, en réduisant toutes les expositions lorsque le marché commence à devenir volatile. Donc voilà, s'il faut résumer, fonds patrimonial, label ISR, flexibilité et mécanisme systématique de réduction du risque. Alors, j'ai regardé un peu vos chiffres pendant la tourmente, parce que je pense que c'est vraiment le mot qui convient le mieux. Donc, on va dire de fin février au 15 avril 2020, où là, on a des fonds très, très sérieux qui ont perdu jusqu'à 50% en 3-4 semaines. Combien ce fonds patrimonial a perdu ? On est sur une baisse cumulée, je pense, d'à peu près 10-12%. En fait, ce qu'on avait fait, c'est fin février, lorsqu'on avait vu les cas se multiplier hors de Chine, on a réduit la poche action. On était à peu près à un peu plus de 30% à l'époque. On est descendu à 20%. Donc la neutralité de notre fonds. On a réaugmenté ce qu'on appelle la sensibilité au taux d'intérêt, donc la composante purement obligataire du fonds pour essayer de le protéger. Et après, justement, donc, ce mécanisme systématique de réduction du risque est intervenu, nous a amené à réduire progressivement nos expositions et ce qui nous a amené à un moment à ne plus avoir d'actions dans la partie la plus tourmentée. On avait plus d'exposition aux actifs risqués. Et ce mécanisme, après, il nous amène à nous réexposer progressivement dans le rebond du marché, ce qui fait qu'au final, sur 2020, on a une performance de 2,5 sur la part retail Donc, du fonds. Au pic de la tourmente, on va dire que vous avez perdu à peu près entre 12 et 15%, c'est ça ? Non, un peu plutôt moins de 12. Ouais. Moins de 12. Et il vous a fallu jusqu'à la fin de l'année pour repasser en positif, mais vous avez terminé l'année en positif. Voilà, comme je vous disais, le fonds était positionné pour ce rebond cyclique et reflationniste. Et donc, en fait, on rattrape le niveau, le précédent point haut de février 2020 dès novembre 2020. Et on finit effectivement l'année en hausse à plus de 2,5%. D'accord. C'est passionnant. C'est passionnant, Julien Pierre. On vous réinvitera. J'aurais bien envie de continuer, mais c'est maintenant l'heure de Marc Toiti et son temps lui est compté, comme à nous. Je vous dis à très bientôt. Également, à bientôt, voilà. Et merci pour cette opportunité de vous parler. Bonne soirée. Très bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Bernard. Vous allez bien ? Ça va très, très bien et vous ? Parfait, tout va très bien, merci. Alors, comme les marchés. Comme les marchés. Justement, j'ai quelques questions sur les marchés à vous poser. Ça tombe bien. Quand j'ai préparé mon édito il y a quelques jours, donc j'ai parlé du record du CAC qui avait été atteint le 4 septembre 2000, où on était presque à 7000. À cette époque, je ne vous connaissais pas, mais je me rappelle très bien vous avoir vu. Alors, je ne sais plus si c'était à la télé, si c'était sur Boursorama, je ne sais plus trop. Mais vous parliez de 7000. Vous disiez on ira peut-être à 7000, mais on n'ira pas plus haut. Donc, oui. Déjà, bien vu, félicitations, ça fait 20 ans, mais bon, il faut toujours continuer à féliciter. On n'est pas allé à 7000. Mais de passe, de passe. Ma question, elle est aujourd'hui. Donc, on a réessayé une fois en 2007 et on sentait le moteur s'emballer pour y aller, on n'est pas allé. On n'était pas loin et on ressentait le moteur vrombir en 2020. Et là, maintenant, en 2020, et c'est là ma question. On y va au record ou on n'y va pas ?
Alors, c'est marrant que vous posiez cette question parce que justement, j'y pensais il n'y a pas longtemps. Alors, je vais vous raconter la vraie histoire. C'était sur Bloomberg TV, effectivement, à l'époque. On avait une caméra dans notre salle des marchés. J'étais le chef économiste de Natixis à l'époque. Et donc, en 1999, j'avais fait, donc, à la fin d'année, pour les prévisions de 2000, donc, à l'époque, le CAC était à 4006. Il ne faut pas l'oublier, il était à 4006. Donc, j'avais dit le CAC à 7000 en 2000. Voilà, donc effectivement, donc on a fait 4006, on était monté à quasiment 7000, 6950 exactement. Et donc, dans cette émission en direct sur Bloomberg Télé, l'animateur me dit Marc, bravo, vous aviez dit il y a quelques mois qu'on allait monter à 7000, on va ouvrir le champagne. Je dis attendez, on n'est pas encore à 7000, on est à 6950. Et donc, c'est vrai qu'ensuite, on ne les a jamais atteints, puisque le CAC s'est effondré. Mais déjà, à l'époque, je dis que 7000, c'était quand même le top du top. Et effectivement, donc ça s'est effondré. Aujourd'hui, on redémarre, mais pourquoi pas, effectivement, 20 ans plus tard, c'est assez amusant. Mais bon, le vrai enjeu, encore une fois, justement, c'est amusant parce que je suis en train de préparer justement ma chronique sur ma chaîne YouTube. Et donc, je vais l'intituler « Qu'est-ce qui pourrait stopper la flambée boursière ?» Parce que c'est vrai que là, elle paraît inextinguible, si vous voulez, puisque, n'oublions pas, l'année dernière, on a eu une récession historique. Pourtant, le Dow Jones a augmenté. C'est la première fois de l'histoire du Dow Jones qu'on a une récession mondiale. Donc en 2020, quand même, c'est pas rien. Moins 4% du PIB mondial, moins 3,5% aux États-Unis. Je ne parle même pas de la zone euro, on est à moins 7%. Mais bon, toujours est-il qu'on a eu une récession mondiale. Et donc, pourtant, le Dow Jones a augmenté. C'est la première fois que ça arrive. Alors, on vient de le dire là à l'instant, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est parce que les banques centrales ont déversé effectivement des tonnes et des tonnes de liquidités, que j'appelle de la morphine, entre guillemets, ou ce que vous voulez, de l'ecstasy, enfin, c'est une sorte de drogue dure, hein, et on ne peut pas s'en passer. Donc, maintenant, ce qui est amusant, c'est que comme la reprise est là, hein, on a eu des chiffres quand même ces derniers jours exceptionnellement bons. Hein, en Chine, on y rendez-vous compte, alors même s'il y a un effet de base, mais quand même, la croissance chinoise en glissement annuel, 18,8%, c'est des chiffres énormes. Les ventes au détail aux États-Unis, on est à 27% de hausse, des chiffres complètement fous. Et en plus, on a le plan Biden qui arrive, parce qu'il n'est pas encore dans les chiffres. Donc évidemment, comme les marchés n'ont pas baissé l'année dernière artificiellement, maintenant on se dit, puisque maintenant la reprise est là, il n'y a pas de raison que les marchés ne s'arrêtent pas. Donc c'est vrai qu'on se dit, pourquoi pas continuer ? Et c'est là le problème, c'est que les arbres ne montent pas au ciel. Et donc, c'est que le danger que nous avons quand même, c'est que cette croissance, évidemment, elle s'accompagne, je dirais, d'une inflation qui est là, donc qui va arriver. Et donc, surtout, on vient de le dire, et je pense que c'est la clé, je l'ai dit depuis déjà des mois et des mois, la clé, c'est les taux d'intérêt des obligations d'État. Tant que c'est bas, il n'y a pas de problème, ça peut continuer. À partir du moment où ça augmente un petit peu, ce qui est le cas d'ailleurs en ce moment aux États-Unis, alors là, ça peut effectivement déraper. Donc, c'est ce qui peut, je dirais, mettre entre guillemets les marchés dans l'inquiétude. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est que pour l'instant, on est dans une sorte de paradis artificiel. Donc, ça n'a pas de sens de se battre contre le vent. Donc, je ne dis plus que les marchés boursiers vont baisser, ça ne sert à rien, puisque tant qu'on a cette morphine des banques centrales, pourquoi pas ? Mais on a eu également la semaine dernière des chiffres aux États-Unis. Il y a eu des bons chiffres de croissance, mais également des gros chiffres d'inflation. Prix à la production, plus 4,2% en glissement annuel. Prix à la consommation, plus 2,6%. Donc, bon, ce n'est pas de l'hyperinflation, mais quand même, ça commence à augmenter un petit peu. Donc, maintenant, la Réserve fédérale américaine, moi, je veux bien qu'elle continue à mettre comme ça, je dirais, de la morphine, mais là, elle n'est plus dans son rôle. Il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête. Parce que là, justement, elle prend des risques. Quand il n'y avait pas d'inflation, OK, no way, pas de problème, on y va. Maintenant, il y a de l'inflation. Donc là, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine, comme d'ailleurs la Banque centrale européenne, ne peut plus faire n'importe quoi. Je vous rappelle que les dirigeants de ces banques centrales sont des dirigeants indépendants et donc ils doivent affiner leur crédibilité qui est très faible aujourd'hui. Donc attention, ça c'est quand même un danger. Et donc je pense que ce qui va gripper la machine, ce sont les taux d'intérêt, bien entendu. Ça va arriver progressivement. Alors le timing est un petit peu délicat, mais c'est vrai que là, pourquoi pas 7000 sur CAC 40, on ouvrira le champagne. Mais enfin, comme on l'a frôlé déjà 2 fois, je pense qu'on va encore le frôler 3 fois et qu'on aura du mal effectivement à les atteindre. C'est marrant parce que c'est un peu ce que je disais dans mon édito. Alors déjà, pour moi, on va y aller aux 7000. Bon, après, il n'y a pas de prophète. Au diable avarice, allons-y. On verra si on y va ou si on n'y va pas. Mais dans la composante de l'inflation, il y a une composante qui est claire, c'est les salaires. Et globalement, avec la crise, il y a quand même eu d'abord beaucoup de chômage. Donc, il y a
il y a pléthore de gens qui cherchent du travail. Et deuxièmement aussi, et c'est surtout là-dessus que je voudrais votre avis, la crise, elle a permis à beaucoup d'entreprises, d'ailleurs même la mienne, même ma petite entreprise, d'apprendre à travailler plus avec la technologie, mieux avec la technologie. Et ça, je pense, j'en suis presque sûr, mais je vais dire je pense que ça va être un frein à la réembauche de gens. Et que maintenant, on sait faire plus avec moins. Et de mon point de vue, et c'est là-dessus que je vais attendre votre réponse, s'il n'y a pas d'inflation des salaires, il ne peut pas y avoir une vraie inflation. Bien sûr, il peut y avoir 1,5, 2, 2,1, mais on ne peut pas s'envoler et s'emballer sans inflation salariale. Alors, vous partagez, vous expliquez, vous pensez pas tout à fait ça? Il y a plusieurs éléments. Déjà, aux États-Unis, les salaires augmentent. On est à 3,5% d'augmentation annuelle des salaires. C'est pas rien. Alors, évidemment, en Europe, comme là, c'était des emplois artificiels. Aux États-Unis, il n'y a pas eu d'emploi artificiel. Je vous rappelle que le taux de chômage américain, il est passé en 2 mois, finalement, de 5%, même moins de 5%. Il est monté à quasiment 15%. Donc, il ne faut quand même pas l'oublier. Alors, maintenant, il revient à 6%. Donc d'ailleurs, il était à 3,5 si on remonte plusieurs mois avant la crise. Mais bon, là, il baisse à 6%. Donc oui, les salaires commencent à augmenter aux États-Unis. Chez nous, c'est un petit peu biaisé comme d'habitude, mais c'est vrai que le chômage va rester élevé. Par contre, le problème, c'est que ce qui fait aujourd'hui l'inflation, ce n'est pas tellement les salaires, c'est surtout les prix des matières premières. Et là, il s'est passé quelque chose la semaine dernière qui m'a scotché, pour tout vous dire. J'en avais, je crois, parlé il y a quelques semaines. C'était l'indice, vous savez, Arpex, des coûts des frets, des porte-conteneurs, qui avait donc atteint, qui flambe depuis déjà plusieurs mois, qui avait atteint à l'époque, donc quand je l'évoquais sur votre antenne, un peu depuis 2008. Eh bien, je pensais que ça allait s'arrêter. Mais non, ça continue. La semaine dernière, on a atteint un plus haut depuis 2005. Donc, ces niveaux, si vous voulez, d'augmentation des coûts de production, finalement, ne sont pas encore dans les prix. Vous voyez ? Et donc, évidemment que ça va finir par arriver. Et donc, c'est là le problème, c'est que, justement, comme il y a une inflation qui va être supérieure, effectivement, au salaire, eh bien, à ce moment-là, on risque d'avoir, malheureusement, un retour de ce qu'on appelle la stagflation. Ça veut dire une inflation élevée, mais une stagnation économique. Et ça, évidemment, ce n'est pas du tout bon pour les marchés boursiers. Donc, c'était les cas des années, des premiers seconds chocs pétroliers. On a eu ça aussi en 2008. Donc, l'augmentation de l'inflation est due à des chocs négatifs sur l'appareil productif, donc liés à l'augmentation des prix des matières premières, alors que justement les salaires ne sont pas là. Voilà, d'ailleurs, si les salaires augmentent, c'est bien, ça fait de la consommation, ça fait une dynamique de croissance, il n'y a pas de mal. L'inflation, ce n'est pas dangereux si l'inflation, elle est accompagnée par, je dirais, une hausse des salaires. Vous savez, l'inflation, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la moins bonne. La bonne inflation, c'est quand il y a effectivement une dynamique de croissance. Donc là, pour moi, ça ne pose pas de problème. Et quand il n'y a pas de dynamique de croissance, alors là, effectivement, elle devient dangereuse, ce qu'on appelle la stagflation. Et c'est ça qui peut faire mal, effectivement, au marché. Alors, même si les banques centrales ne pourront pas trop augmenter les taux d'intérêt, mais elles vont être obligées, elles vont être bloquées. C'est un peu le dilemme. Rappelez-vous, en 2008, on avait une récession en Europe et la BCE à l'époque augmentait les taux d'intérêt, le taux réfi de la BCE, parce qu'il y avait de l'inflation. Bon, c'était une erreur stratégique de Jean-Claude Trichet, que j'ai d'ailleurs beaucoup dénoncé à l'époque, mais tout ça pour dire que attention quand même, c'est-à-dire là on marche quand même sur des œufs et alors bien sûr je ne le souhaite pas, j'espère qu'on va sortir de cette pandémie, on n'en peut plus, j'ai voyagé aujourd'hui, bon moi j'ai la chance d'être vacciné mais c'est pas encore le cas comme tout le monde, mais c'est vrai que finalement aujourd'hui on a ce danger, on le voit en Inde, ce qui est en train de se passer, l'Inde qui allait très très bien et là en quelques semaines ça y est, ça a redémarré. Donc voilà, il faut quand même être prudent là aussi. Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'on est complètement aveuglé. Donc, voilà, j'entendais tout à l'heure le discours. C'est vrai qu'on se dit, bon, finalement, ce qu'on dit depuis un an, comme les banques centrales, elles lâchent du lest, pourquoi pas, on continue comme ça. C'est pas bon. Moi, je voulais, ce monde me dérange un petit peu. C'est-à-dire qu'on a une déconnexion entre les marchés financiers et les marchés boursiers. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quoi, vous investissez sur n'importe quoi, ça monte. On se retrouve comme en 2000, lors de la bulle Internet, où on investit dans n'importe quoi, et puis ça montait, quoi qu'il arrivait. Alors, ça, c'est facile, la bourse, comme ça, bien entendu. Par contre, quand il y a des phénomènes, justement, où on a un peu d'inflation, on a un peu de stagnation économique, alors là, ça va être plus compliqué à gérer. Donc, voilà, mais c'est vrai que tant qu'on ne siffle pas la fin de la récré, je ne vois pas, moi, ce qui peut aujourd'hui arrêter, effectivement, les marchés boursiers. Ce que je peux dire simplement, c'est que cette hausse, elle devient extravagante, et donc, ça devient dangereux. Alors, une autre question.
chaque fois que vous intervenez, vous dites tout le bien que vous pensez des États-Unis, de leurs bons chiffres, de leur bonne remontée, de cette bonne gestion, de ces chiffres qui vous impressionnent. Là, encore une fois, vous avez dit que le chômage aux États-Unis, ben, il est en train de redescendre à 6, qu'on en rêverait en Europe, qu'on n'était pas loin à ce que les salaires augmentent et tout. Comment se fait-il qu'on ait un dollar qui ne soit pas en super forme, en tout cas qui soit plutôt faible ou plutôt dans sa partie faible par rapport à l'euro? Est-ce que vous pensez que c'est une force des États-Unis et qu'ils vont le garder comme ça ou qu'il y a une gestion comme ça parce que quelque part ça leur rapporte de la compétitivité? Ou est-ce que vous pensez que la fin de la partie va se siffler et qu'il faut s'attendre à un renchérissement du dollar? Alors, complètement. C'est-à-dire, bon, il y a les deux. Il y a ce qu'on appelle en anglais le benign neglect. Ça veut dire, en gros, la douce négligence. Les Américains aiment bien laisser filer le dollar. Ça les avantage un petit peu, etc. Bon, là, c'est vrai qu'il y a en plus des risques. On se dit, bon, la dette publique va augmenter avec le plan Biden. Donc, c'est contre le dollar, tout ça. Mais c'est vrai que, économiquement parlant, il n'y a aucune raison que l'euro s'apprécie face au dollar. Aujourd'hui, l'écart de croissance, il est largement à l'avantage des États-Unis par rapport à la zone euro. Les Américains sont sur une croissance qui va remonter à 3-4%, je pense, dès le premier trimestre. On aura les chiffres fin de semaine prochaine, alors que nous, dans la zone euro, elle est toujours en récession. Donc, aucun argument pour dire j'achète de l'euro face au dollar. C'est le premier point. Deuxième point très simple, le spread, les écarts de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis, les taux à 10 ans, par exemple, sont à 1,6-1,7%. Dans la zone euro, ils sont nuls si on prend la France, négatifs si on prend le taux allemand. Donc là aussi, quel est l'intérêt d'acheter de l'euro par rapport au dollar? Donc si on raisonne, mais c'est un peu pareil, hein, je veux dire, on ne raisonne plus aujourd'hui. Donc évidemment, on suit des mouvements et donc finalement, les marchés ont tendance là aussi à favoriser l'euro, ce qui n'a aucune, encore une fois, justification, sachant que dernier point très, très important. J'ai fait quelques débats la semaine dernière, justement, par rapport à l'avenir de la zone euro. Et c'est vrai que, même si sans être devin, sauf s'il y a une guerre nucléaire d'ici là, évidemment, je pense que les États-Unis, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, seront toujours là. Et le dollar sera toujours là. Il sera peut-être dominé par le yuan, la devise chinoise, mais ça, on verra. Mais en tout cas, les États-Unis seront toujours là. Par contre, je ne peux pas vous signer, ni vous d'ailleurs, ni personne. On peut signer aujourd'hui que dans 10 ans, la zone euro telle qu'on la connaît aujourd'hui sera encore là. Ça, personne ne peut le signer. Donc, finalement, et donc on achète une monnaie, alors, on ne sait pas, mais c'est comme le Bitcoin, hein, si vous voulez, il n'y a pas de justification, mais ça flambe quand même. C'est des mouvements, je dirais, spéculatifs, de mimétisme. Donc voilà, donc on a connu des phases comme ça. Moi, ça fait, comme vous, hein, Bernard, ça fait 30 ans qu'on navigue sur les marchés. Donc on connaît tout ça, on a l'habitude. Hein. Voilà, il y a des mouvements où parfois où les fondamentaux économiques n'ont pas lieu d'être. Donc, il faut regarder. Voilà, c'est du chartisme. C'est amusant. Tout à l'heure, je voyais un investisseur. Il m'a dit, voilà, il a créé un fonds global macro. Donc, global macro, ça veut dire qu'on regarde les fondamentaux économiques. Je dis, ah bon, d'accord, mais tu as pris qui comme gérant, etc. Il m'a dit, ah ben, j'ai pris comme gérant des chartistes, des analystes techniques. Je dis, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec la global macro. C'est-à-dire que, vous voyez, on en est arrivé. C'est-à-dire qu'on dit, oui, c'est un fonds global macro, mais comme la macro, évidemment, c'est-à-dire l'économie, évidemment, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, eh bien, on regarde l'analyse technique. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, bon, c'est un mouvement de mimétisme traditionnel. Voilà, ça va passer, mais en attendant, ça peut continuer comme ça encore quelques mois. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Une dernière question précise et après on fera un tout petit panorama s'il nous reste encore un petit peu de temps, mais là on en consomme, mais c'est tellement passionnant de vous écouter, plutôt d'écouter les réponses. Alors, dans votre livre, vous parliez d'une baisse de l'immobilier. Il y avait un chapitre qui expliquait pourquoi l'immobilier allait baisser, donc vous donniez les lignes et tout. Mais là, avec ce qui se passe, avec ces banques centrales qui aspergent, avec cette croissance qui revient, avec ces plans dithyrambiques qui, de toute façon, vont relancer de la croissance. Et vous l'avez dit vous-même, on n'a pas encore le plan Biden dans les chiffres, et Biden, il ne va pas renoncer à son plan. Donc, je ne sais pas ce que ça fera à horizon moyen terme, mais à horizon court terme, ça va relancer la machine, donc ça va relancer les profits. Donc, il y a des gens qui vont gagner de l'argent, et on sait que dans le monde, beaucoup de gens qui possèdent veulent acheter et tenir de l'immobilier. Est-ce que vous maintenez ce chapitre? Est-ce que vous pensez toujours comme vous pensiez? Vous l'avez écrit il y a 1 an à peu près, ce livre? Oui, non, moi, oui, je l'ai écrit au mois de septembre, l'été dernier, un peu moins, mais voilà. sorti en septembre. Allez, l'été dernier, un peu moins d'1 an, 3/4 d'année. Est-ce que vous avez un peu évolué là-dessus au gré des nouvelles décisions politiques, des nouvelles décisions économiques, ou est-ce que vous pensez toujours et que vous réécririez le chapitre de la même manière si vous aviez à l'écrire aujourd'hui?
Alors, encore là, ça dépend de quel pays on parle, ça dépend effectivement de quel type d'immobilier nous parlons. Si je prends par exemple le cas effectivement américain, bon là on a un grand plan d'investissement. Alors bon, on verra bien. C'est que la confiance des ménages elle flambe aux États-Unis. Pareil sur le marché du travail qui s'améliore. Tout le problème, c'est encore une fois les taux d'intérêt. C'est-à-dire que si je prends les ménages américains, mais encore pire si je prends les ménages français, vous savez qu'aujourd'hui en France, ce qu'on appelle le taux d'endettement des ménages par rapport aux revenus disponibles, eh bien c'est plus de 100%. C'est la première fois dans l'histoire de France que l'encours de dette des ménages dépasse les 100% par rapport à leurs revenus disponibles. Et sur ces 100%, il y a 80% d'endettement immobilier. Voilà, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc tant que les taux d'intérêt sont bas, ben oui, on continue. À partir du moment où les taux d'intérêt vont revenir sur des niveaux normaux, parce qu'encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui, c'est anormal. Les taux n'ont pas des niveaux normaux. Dès que les taux vont revenir sur des niveaux normaux, alors là, évidemment, les ménages vont être affaiblis, surtout si le marché du travail ne redémarre pas en France. Et donc, c'est pourquoi, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire on voit les chiffres des notaires, si je prends le cas de Paris, par exemple, où les prix commencent à baissoter un petit peu donc dans la capitale. Alors, et dans les grandes villes où les prix, justement, ont trop flambé. Donc, voilà, encore une fois, ce qui compte, c'est que les prix de l'immobilier, ça augmente. C'est normal, c'est dans l'histoire, je dirais, de l'humanité. Plus on a, justement, finalement, de monde dans les pays, plus il faut construire, etc. Plus il y a une demande supérieure à l'offre, plus les prix augmentent. C'est logique. Le problème, c'est que lorsque vous avez aujourd'hui, si je prends le cas de la France, des ménages qui sont surendettés, si demain les taux d'intérêt commencent à augmenter, alors là, il y a des vrais dangers, il y a des vraies difficultés. Donc c'est pourquoi je suis sur le cas français en tant que tel. Je pense qu'aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison, parce que globalement, finalement, les prix commencent à aujourd'hui baisser. Alors, encore une fois, pourquoi les prix? Parce que ce que j'ai écrit, ce que je vous dis là, je l'ai dit également quelques mois plus tôt, avant qu'on ait la pandémie. Parce que justement, j'anticipais que les taux d'intérêt allaient remonter. Mais comme on a eu la pandémie, et que finalement les banques centrales européennes ont fait de la planche à billets, donc les taux d'intérêt sont repartis à la baisse. Donc la bulle a été réalimentée. La clé, c'est encore les taux d'intérêt. Donc effectivement, tant qu'on est sur les taux d'intérêt comme ça, toujours aussi bas, historiquement bas, les prix restent élevés. Mais encore une fois, sur l'immobilier, la baisse des prix n'est pas une mauvaise chose. La baisse des prix va resolvabiliser une grande partie de la demande. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, par exemple, ne peuvent pas accéder à la propriété, même si les taux d'intérêt sont bas, mais les prix sont trop élevés. Donc, c'est cette déconnexion qui me gêne entre les prix qui sont élevés et puis, effectivement, la réalité économique. Donc, vous savez, c'est l'histoire de l'humanité. Tôt ou tard, bien, les deux se reconnectent. Tôt ou tard, les grandeurs financières se reconnectent à la réalité économique. Enfin, pour que les jeunes puissent réaccéder à la propriété facilement, il faudrait une sacrée baisse. Ce n'est pas avec une baisse de 7 ou 8% qu'ils vont pouvoir se reconnecter et qu'avec une paye, on va pouvoir acheter dans les grandes villes. Aujourd'hui, si vous reconnectez simplement les prix de l'immobilier par rapport aux revenus des ménages, vous devriez avoir une baisse de 15 à 20% en moyenne en France. Alors, je dis pas que c'est ma prévision, ça c'est juste si on se reconnecte à la réalité. Voilà. Mais on n'ira peut-être pas jusque-là. Par contre, c'est vrai que sur le long terme, si vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire, pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, vos enfants, vos petits-enfants, à ce moment-là, oui, je veux dire, l'immobilier dans 30 ans, et c'est sûr qu'il vaudra plus cher qu'aujourd'hui. Sauf si, évidemment, la zone euro explose. Enfin bon, il y a beaucoup de cas particuliers, mais c'est clair que l'immobilier est un placement de père de famille. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, je conseille à des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Voilà, moi, je suis encore locataire. Même si les prix sont très élevés, il faut devenir propriétaire. » Ça, c'est évident. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. Mais par contre, justement, beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas devenir propriétaires parce que les prix sont trop élevés. Ça, c'est pas normal d'exclure une partie du marché. Et c'est même un petit peu dangereux, vous savez, parce que c'est presque un petit peu, je dirais, c'est-à-dire injuste, puisque finalement, aujourd'hui, ceux qui avaient des moyens ont encore plus de moyens qu'avant, et ceux qui n'en avaient pas, ils en ont encore moins relativement aux autres. C'est dangereux, ça. D'un point de vue sociétal, c'est très dangereux. C'est pas un peu l'histoire du monde, ça aussi? C'est tout à fait l'histoire du monde. Et vous savez, comme disait le roi Salomon, rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire qu'en fait, l'histoire se répète. Alors nous, évidemment, l'être humain oublie. C'est normal, c'est comme ça. Sinon, si on n'oubliait pas, on ne pourrait pas vivre. Donc le fait d'oublier fait que, nous, on est là justement pour rappeler le bon sens. Voilà. Et c'est humain, entre guillemets, c'est que Keynes a appelé les animal spirits, c'est-à-dire les instincts animaux. Voilà, quand on est un investisseur ou quand on est un être humain, tout simplement, on a des instincts animaux. Donc, on oublie, on aime le mimétisme, on aime suivre le mouvement, on aime suivre le troupeau, on aime le consensus. Puis après, voilà. Puis ceux qui disent un peu comme moi aujourd'hui, attention, on ne les écoute pas, on dit non, attendez, arrêtez de nous embêter. Nous, on continue, on avance.
Voilà. Mais encore une fois, je comprends très bien ce phénomène. Et par contre, je suis encore une fois dans mon rôle lorsque je dis trop de gras. Ben là, c'est pareil. Attention, on est sur des bulles. Donc, attention à alimenter ces bulles. Il faut faire attention, tout simplement. Allez, dernière petite question, c'est plutôt une réaction et après ce sera au tour de Bruno Frenzel qui nous a rejoint. J'ai lu il y a quelques jours un article dans les Échos qui faisait état d'une discussion à Bercy, en tout cas d'un souhait de Bercy, de réaménager la dette et de permettre aux entreprises de ne pas rembourser, moins rembourser, pas tout de suite rembourser. Et en fin de compte, ils ont énormément peur de ce mur de la dette. Donc l'origine de la crainte vient que même s'il y a beaucoup moins de faillites d'entreprises aujourd'hui, on a 80% des faillites qui vont direct à la liquidation. Et ça fait peur et on a peur que dès qu'on ralentira les aides, ça fasse. Donc, on est en train d'imaginer un système, ou plutôt ils sont en train d'imaginer un système, ou ils seraient en train d'imaginer un système pour permettre de ne pas rembourser. Avant que vous répondiez ou que vous donniez votre point de vue là-dessus, je voudrais juste rappeler que ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de France. Quand les rapatriés sont arrivés d'Algérie en masse en 62, on a fait quelque chose, enfin le gouvernement a fait quelque chose qu'il a appelé le prêt d'honneur pour les aider à démarrer des petits commerces, des petites choses et reprendre un petit peu et redonner de la croissance. Et au bout d'1 an ou 2 ans, je ne me rappelle pas, mais je sais très bien que ça s'est passé comme ça, il y a eu une annulation et ils n'avaient plus l'obligation de rembourser ce prêt d'honneur et ça a donné une dynamique puisqu'on sait aussi qu'après l'arrivée des rapatriés, il y a eu une dynamique de croissance qui était liée à ce surplus de population qui venait s'installer en France. Donc là, revenons à aujourd'hui, revenons à Bercy, revenons à ces PGE, à cette espèce de mur de la dette des petites et moyennes entreprises, même peut-être des pas moyennes et des grandes entreprises. Vous en pensez quoi, vous, de ce réaménagement ? Je le comprends, si vous voulez, parce que j'en ai parlé avec Bruno Le Maire il y a quelques temps, mais pour moi, c'est dangereux. C'est-à-dire que si on commence à se dire, bon, ben, peut-être qu'on va… Si on laisse, entre guillemets, entrevoir le doute, plus personne ne va rembourser. Or, cette dette, ben oui, pourquoi moi je vais m'embêter à rembourser alors que l'autre ne rembourse pas ? C'est très dangereux ce jeu-là. Mais surtout, il ne faut pas quand même oublier, c'est que c'est garanti à 90% par l'État. Donc, si les entreprises ne remboursent pas, qui va rembourser ? L'État. Et ça, cette dette, pour l'instant, elle n'est pas dans la dette publique. C'est ce que je veux dire. Parce que c'est juste une garantie. Mais si on la met dans la dette publique qui est déjà bientôt à 120% du PIB, là, on va monter à 160, à 180. Voilà. Moi je suis un petit peu inquiet parce que, vous savez, il y a quelques semaines, là, les chiffres de la dépense publique sont sortis. L'année dernière, on a fait 62% de notre PIB en France de dépenses publiques. Bon, 62%, c'est quelque chose d'énorme. La dette, déjà 120%. Là, si on fait ça, si on annule les PGE, on va monter à 150, 160%. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est l'URSS, si vous voulez, qui est en train de revenir. Alors, il y a quelques années, je faisais un débat avec Mélenchon. Je lui avais dit, mais M. Mélenchon, ce que vous proposez, on l'a déjà fait. Ça s'appelait l'URSS. On a vu comment ça s'est terminé. Ben oui, alors il n'avait pas aimé. Mais là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas Mélenchon qui le fait, mais c'est Macron. Bon, c'est quand même surprenant. Donc, non, c'est dangereux parce qu'encore une fois, c'est notre crédibilité qui est en compte. Si on était dans les années 60, bon, ça passe encore. Je me rappelle qu'en les années 60, on était dans les 30 glorieuses. On n'avait pas de dette publique. C'était formidable. La vie était belle. Là, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les 30 glorieuses. La dette publique qui est déjà énorme. Donc, si on s'amuse à encore l'augmenter, moi, je ne réponds plus de rien. Donc, non, ça me fait peur, moi, tout ça. Je suis un petit peu inquiet. Donc, si ça continue, je dois me présenter en 2022 pour arrêter tout ça, quoi. Sinon, je ne sais pas comment ça va se terminer. Hein. OK. Bah, peut-être avec Marc Toiti, président. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Bernard viendra avec moi. Hein. Ah bah, avec plaisir. Si vous me prenez comme Premier ministre, pourquoi pas. Voilà. Peut-être pas Premier ministre, mais j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui. Voilà. D'accord, OK. OK. Merci Allez, beaucoup, à Marc. bientôt. Bonne soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Vous aussi. À bientôt. C'est maintenant au tour de Bruno Frenzel. Bonsoir, Bruno. Bonsoir Bonsoir Bernard. Comment allez-vous ? Très bien. À Malgoito, donc pas très loin de Lisbonne et prêt à répondre aux questions ou à parler de mon secteur. Voilà. D'accord. Alors déjà, allez, en 1 minute, même avant de vous présenter, je voudrais juste une réaction sur la même question que j'ai posée à Marc, sur cette éventualité de laisser la possibilité aux entreprises de ne pas rembourser, de ne pas tout rembourser, de réétaler cette dette. Bonne nouvelle, pas si bonne nouvelle que ça. Vous en pensez quoi ? Alors,
Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, personnellement, de réétaler la dette. J'ai toujours été le défenseur d'un élément que je trouve important et qu'on pratique beaucoup en Suisse, qui est ce qu'on appelle le financement in fine, hein, qui correspond à prêter un capital et faire payer les intérêts et ne pas demander le remboursement du capital avant l'échéance finale. Et au moment de l'échéance, en fonction de la situation financière, on peut reconduire le prêt. Donc on ne paye que l'intérêt, on ne paye pas le capital. Ce qui fait que pour une banque, de toute façon, à partir du moment où on paye l'intérêt, ben c'est ce qui lui importe, puisque c'est son revenu. Le capital, c'est de l'argent qu'elle va faire travailler ailleurs. Donc le principe d'avoir un étalement de la dette ou d'avoir des financements, de les transformer en financement in fine, serait peut-être une solution. Alors je ne dis pas pour tout, parce qu'il faut régénérer le capital et le mettre ailleurs, mais je pense que c'est peut-être une des solutions. Le fait. Ok Bruno. Alors, vous êtes venu nous parler de la FinTech. Donc, je vais vous laisser vous présenter en 2 mots et après nous présenter ce que c'est la FinTech avant de nous en parler. Très bien. Donc, je suis Bruno Frenzel. Je suis ce qu'on appelle un retraité actif dans la mesure où je gère un petit fonds d'investissement avec des clients et surtout on va pas dire des Hell Angels, mais des Business Angels, donc qui vont aller prendre du risque dans des secteurs de pointe, innovants et technologiques. Ma carrière, c'est une carrière de cadre dans des grandes entreprises de la technologie, Alcatel, Sita et plus récemment SIGPA, qui est une société connue pour la fabrication de l'encre pour les billets de banque, donc dans le domaine du currency, mais aussi de systèmes de traçabilité, dont j'ai assuré la direction générale de la division. Et également, j'ai fait un petit détour par le tabac. Et en parallèle de ces activités, depuis maintenant plus de 10 ans, j'ai créé un fonds d'investissement et je suis moi-même investisseur dans des sociétés de la FinTech et de la sécurité. Donc voilà un peu mon parcours. Je suis franco-suisse, donc j'ai un parcours d'investisseur et sur le marché français et suisse, et un parcours essentiellement international. J'ai peu travaillé en France, beaucoup travaillé à l'international. Voilà. Alors, une FinTech, qu'est-ce que c'est? Alors, une FinTech, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sociétés, je dirais, technologiques qui ont pour objet de participer à la digitalisation, puisque c'est un mot à la mode, hein, un mot d'investissement, à la digitalisation du monde bancaire ou de l'assurance ou du monde de la finance en général, en apportant soit des solutions opérationnelles, soit des solutions de gestion, soit des solutions qui aident à la compliance, enfin du moins à la conformité, ouais, je ne sais pas comment on dit en français, mais je dis compliance et régulation. Conformité. Voilà. Conformité et régulation. Donc, voilà. Donc un univers technologique fort, très, je dirais très complexe, qui marie généralement de la gestion de process. Donc, on va parler des paiements, par exemple, on va parler des transactions boursières, on va parler d'autres types de financement. Je sais pas, le plus simple, c'est tout le monde connaît Litchi, par exemple, pour collecter de l'argent et faire un pot commun. Donc, ça, c'est typiquement une fintech qui a travaillé dessus. Mais ça peut être aussi de vérifier. Alors, justement, une question. Litchi, ça gagne de l'argent ou ça n'en gagne pas encore? Je dirais, on est dans des zones où on est proche de la profitabilité, mais on n'est pas encore à avoir, je dirais, une profitabilité maximale qui permette une super valorisation. Ceci dit, la valorisation n'est pas liée à la profitabilité dans ces secteurs. Il est davantage lié à la capacité à prendre de la part de marché et à occuper le terrain dans ce secteur-là. Voilà. D'accord, mais comme disait Marc Toiti tout à l'heure, à un moment ou à un autre, les choses doivent se reconnecter. Vous pensez que toutes ces fintechs, bon, c'est vrai qu'elles ouvrent des portes et que voilà, c'est des choses un petit peu nouvelles. Et il y en a, à votre avis, il y en a un peu, beaucoup ou énormément qui vont disparaître? Parce qu'il y a bien un moment ou un autre où il va falloir gagner des sous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont disparaître. Il y en a beaucoup qui vont être consolidées parce qu'elles auront des briques qui viendront s'intégrer à des chaînes de valeur que l'on va créer. C'est là où je pensais parler un peu de mon parcours et de mon expérience parce que j'ai fondé une fintech qui s'appelait GoSwift, qui était une plateforme multimodale de paiement avec une finalité de paiement internationaux. D'accord ?
Et donc, l'objectif, c'était de permettre de faire du paiement un peu comme vous le faites avec un multibanco et de permettre du transfert aussi bien par Internet ou par téléphonie mobile, le tout sur une seule plateforme. Il est arrivé un moment où il y avait tellement de monde sur le marché que le financement devenait très difficile à trouver et que deuxièmement, si on n'était pas adossé à un marché national fort, on aurait des difficultés de croissance. Donc, on a été amené à vendre cette société à une société indienne qui a créé PaySwift. Et là, on a pu avoir un développement. Donc, ce qu'il faut pour se reconnecter, c'est un marché, c'est-à-dire un vrai marché. Générer le fait est de la profitabilité pour être capable d'avoir un free cash flow qui permette le financement du développement de l'entreprise. Et, je dirais, en parallèle, en permanence innover. Donc, seront vivants au bout d'une période de temps dans ce secteur que les entreprises qui auront été capables de remplir ces trois conditions, c'est-à-dire de croître en part de marché, de continuer de lever des financements pour innover et d'arriver à un seuil de profitabilité qui leur permet d'acquérir des briques manquantes ou des concurrents et d'intégrer la chaîne de valeur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ces fintechs sont émiettés dans tous les segments d'activité d'une banque ou d'une assurance. Ok. Allez, 1 minute sur le Bitcoin et on passe à l'autre sujet après. Oui. Alors, le Bitcoin, c'est une crypto. Je ne sais pas si vous avez regardé le cours aujourd'hui, c'est intéressant. Non. Alors, le cours, je viens de le vérifier parce que je me suis dit que ce serait intéressant de regarder, de faire. Il est à 45 630 €. Donc, il a beaucoup alors, baissé. Le 15 avril, il était à 52 000 €, pour donner une idée. Donc, une grosse fluctuation à la baisse en ce moment du Bitcoin, donc une grande variation. Bon, on sait aujourd'hui que c'était un produit qui avait été créé de crypto basé pour rémunérer les gens qui faisaient des codes très complexes. Et puis, une quantité limitée de Bitcoin ont été émis et c'est devenu un sujet de haute spéculation. Je pense qu'aujourd'hui, le Bitcoin est très hasardeux de s'y risquer. On peut faire des gros gains, mais on peut faire des grosses pertes aussi du jour au lendemain. Il y a des produits peut-être plus calibrés comme Ethereum qui sont sur le marché, qui arrivent. Donc, il y a d'autres cryptos. Et justement, il y a des fintechs qui rentrent dans ce secteur-là. Ok, là aussi, ça méritera une émission spéciale un jour. Alors maintenant, on va passer à l'autre raison de votre présence sur ce plateau. En plus de toutes vos compétences sur les fintechs, d'investisseurs, de retraités actifs, comme vous définissez vous-même, vous êtes aussi une personne engagée et vous avez décidé d'aller dans le sens de cet engagement en vous présentant aux prochaines élections consulaires sur Lisbonne. Donc, vous êtes tête de liste et là, je vais vous laisser tout nous dire. Je ne vais pas parler à votre place. Donc, déjà, quelle liste, pourquoi, comment, quelles sont vos espérances et vos attentes? Alors, je suis donc aujourd'hui tête de liste de la liste française J'ai choisi le Portugal, qui est la liste soutenue officiellement par la République En Marche. Je suis moi-même un marcheur et moi-même membre de la République En Marche. Donc engagé depuis l'origine, donc je crois en ces idées. Notre liste et moi-même, nous sommes, comme on le dit, européens, progressistes, humanistes, donc c'est ce en quoi nous croyons. Et sincèrement, au Portugal, nous avons vu apporter une aide à nos concitoyens, une aide au jour le jour, qui s'est manifestée pendant plus d'1 an. On a démontré sur le terrain que nous étions capables d'aider les gens, aussi bien durant la crise, la pandémie, dans l'aide aux plus démunis, dans l'aide aux entrepreneurs. On a recherché des financements, on a donné du conseil et on intervient encore aujourd'hui sur le rapprochement et sur la mise en réseau. Nous sommes intervenus également sur tout ce qui était le domaine de l'aide aux artistes, qui est un domaine secteur qui a été gravement négligé durant cette période et pour lequel il fallait donner des aides. Nous intervenons aussi sur tous les sujets que sont les aînés et les problèmes de dépendance qui peuvent résulter de la vie au Portugal. Parce qu'il faut savoir que si on a choisi de vivre au Portugal, on peut choisir d'y vivre toute sa vie jusqu'à la fin, mais que la vie ne va pas forcément nous réserver des bons présages. Il vaut mieux à ce moment-là être aidé et avoir des soutiens. Donc est-ce qu'on est obligé de choisir aujourd'hui dans l'Europe d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? En fin de compte, moi comme vous, j'ai envie de dire je vis au Portugal, mais j'y vis peut-être pas autant que ça. Et
est-ce qu'on n'est pas devenu petit à petit, avec cette Europe, des citoyens qui allons vivre dans 1, 2 ou 3 pays en même temps? Oh ben, je dirais certainement, oui, on va vivre dans plusieurs pays. Je prends mon cas, j'ai vécu dans 6 pays différents. Donc, oui, mais un après l'autre. Mais là, est-ce qu'il n'est pas arrivé le temps où on va vivre dans… Enfin, je pense même que ce temps serait arrivé si le Covid ne nous avait pas coupé les jambes ou coupé les ailes. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de choisir un pays aujourd'hui? bah, je dirais que ceux qui vivent aujourd'hui dans ce pays, ils l'ont choisi. Maintenant, ils pourront en choisir un autre demain. Mais le temps et le moment où ils l'ont choisi, ils ont besoin de se retrouver quelque part, aidés dans une communauté. Et c'est en cela que nous avons décidé de fonder une liste et d'agir politiquement. Donc, le choix, oui, il est portugais. Je pense que certaines personnes ont fait le choix du Portugal, peut-être pour une période de temps, pour une période de vie qui correspondra à leur état de santé, qui correspondra à leur choix de cadre de vie, et que demain, ils iront dans un autre pays parce que ils auront un autre intérêt ou quelque chose qui va se passer. La vie est comme ça. Mais encore, aujourd'hui, on a des gens qui ont choisi, pour la plupart, de venir prendre leur retraite en France, et puis à un moment donné, de se dire, est-ce que la France, c'est le pays qui me correspond le mieux, et du point de vue qualité de vie, et du point de vue revenu, et est-ce que je n'ai pas intérêt à venir au Portugal, où ça sera plus agréable, ou d'aller en Espagne, ou d'aller ailleurs. Certains ont chassé, je me suis exprimé là-dessus, l'intérêt fiscal, je dirais, mais l'intérêt fiscal ne doit pas être le seul choix de la mobilité. Ce n'est qu'un aspect. Je dirais, il y a d'autres aspects. D'accord. Alors, je vais vous poser une dernière question. Après, on s'arrêtera pour respecter le rythme de l'émission. Et de toute façon, vous reviendrez quand on fera une émission spéciale qui sera consacrée que aux élections. Donc, votre programme, il est construit, il est bâti. Je l'ai lu. Il y a des choses que j'ai appréciées, d'autres j'ai moins appréciées. Et là, ce que j'ai envie de vous poser, s'il y avait de votre point de vue, allez, une seule chose à retenir. Si vous deviez faire votre programme en une ligne, une punchline comme on dit, et tout le reste devait s'effacer derrière cette ligne. Cette ligne, avoir une équipe devant vous qui est disponible pour vous aider tous les jours. Donc, voilà. Une équipe disponible pour vous aider au quotidien, c'est ça? Au quotidien, exactement. Super. Écoutez, si les électeurs vous donnent leur confiance et qu'ils vous élisent, j'espère que vous tiendrez cette ligne de programme parce que c'est une belle ligne. Nous la tiendrons, je vous rassure. Ok. Merci beaucoup, Bruno, et à très bientôt pour d'autres émissions sur des sujets variés. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. C'est maintenant au tour de Sébastien Cosson. Bonsoir, Sébastien. Sébastien. Bonsoir, Bernard. Comment ça va, Sébastien? Très, très bien. Et vous? Ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Mais oui, effectivement, j'avais un vrai manque et je suis ravi de vous retrouver. Donc, okay. Je vois que vous avez très bonne mine. C'est le début du printemps. C'est ça. Magnifique. C'est les vacances surtout. Alors, vous arrivez avec des bonnes nouvelles, Sébastien? J'arrive avec des bonnes nouvelles. J'avais envie de vous parler ce soir de notre FCPR, entrepreneur et immobilier, puisque on en a parlé, je crois, au mois de septembre ou octobre, mais effectivement, ça fait longtemps. C'est une des nouveautés chez Entrepreneur Invest. Donc, pour rappel, Entrepreneur Invest, c'est un fonds d'investissement qui existe depuis plus de 20 ans, qui accompagne des PME dans leur développement, qui leur apporte des capitaux. Donc, on a levé plus d'1 milliard d'euros sur ces 20 années. Et on a développé en 2019 donc une nouvelle expertise qui est le financement de promoteurs immobiliers sur des programmes bien précis. Donc, on va financer des programmes immobiliers au travers d'un fonds qui s'appelle FCPR, Entrepreneur et Immobilier. Donc, ce fonds a commencé à investir il y a un peu plus d'1 an, au mois de février 2020. Donc, on a poursuivi les investissements sur toute cette année 2020. C'est assez compliqué, perturbé, bien entendu. Mais aujourd'hui, on est positionné sur 15 programmes immobiliers de 6 promoteurs différents. Donc, il me semblait assez intéressant de venir vous en parler ce soir. On est donc sur un fonds qui a 1 an, qui progresse, donc en sachant que la première valeur liquidative, elle date du 30 juin. Donc, sur 9 mois, on a une progression en fonction des parts de l'ordre de 4,5-5%. Donc, une performance tout à fait attractive dans l'environnement actuel. Voilà, donc on est sur un fonds qui finance des programmes immobiliers en France et en Europe. Ça, c'est une chose assez innovante.
en Europe du Nord, donc on est positionné sur le Luxembourg, le Danemark ou la Suède. Et puis en France, on est sur les métropoles, puisque financer des programmes immobiliers, c'est s'exposer à 2 risques principaux. Le premier, c'est la commercialisation des logements. Alors je dis logement parce qu'on fait du résidentiel, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais on finance donc la construction de programmes immobiliers résidentiels. Donc 2 risques, le risque de commercialisation et puis le risque du budget des travaux. Donc le risque de la commercialisation, on le gère en étant sur des zones tendues. Donc on part du principe que financer des promoteurs immobiliers qui ont une certaine expérience, sur des zones tendues, quand on vend un bien au prix, ça doit être commercialisé assez vite. Et c'est vrai que sur les derniers mois, on a plutôt des bonnes surprises par rapport à ça. Aujourd'hui, et notamment en France, il y a un vrai sujet sur les permis de construire. Quand vous avez un programme immobilier qui a son permis de construire, les biens partent assez vite. Donc ça, c'est une chose notable et il faut le signaler. Je ne connais pas le marché immobilier au Portugal, mais en France, aujourd'hui, il y a une très, très grosse pénurie. Je vais vous donner un chiffre. Les permis de construire en 2020, c'est moins 25% par rapport à 2019, qui n'était pas une année stratosphérique pour autant. Donc, il y a un vrai problème de construction en France. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'on a souhaité diversifier le portefeuille dans d'autres pays européens. Alors, votre fonds, il a quelques particularités. Déjà, on y rentre avec combien au minimum? Alors, le minimum est de 1 000 euros. Chez Entrepreneur Invest, on souhaite vraiment mettre à la disposition des investisseurs le non-coté avec un minimum très, très faible. Donc, ça, c'est ce que l'on fait depuis plusieurs années. Mais il a une autre particularité, c'est qu'on rentre de manière assez libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fenêtre d'ouverture, ou il y a une fenêtre d'ouverture qui est très très grande, et surtout, c'est qu'on y sort avec moins de contraintes que d'habitude sur les FCPR, c'est ça? C'est ça, exactement. Le FCPR Entrepreneur Immobilier, c'est ce qu'on appelle un fonds perpétuel. Donc, c'est un fonds qui est ouvert depuis le mois de janvier 2020, qui n'a aucune date de clôture. Donc, les investisseurs rentrent quand ils le souhaitent, sur une base mensuelle. Par exemple, au mois d'avril 2021, jusqu'au 25 avril, les investisseurs rentrent sur la valeur liquidative du 30 avril, qui sera publiée autour du 10 mai. Une fois que les investisseurs sont rentrés, ils s'engagent à détenir les parts pendant 3 ans, sous peine d'avoir des pénalités en cas de rachat anticipé. Mais au-delà de 3 ans, les investisseurs peuvent demander le rachat de la totalité ou de seulement une partie de leur épargne, sans aucune pénalité. D'accord, je vous interromps, Sébastien, mais ce qui est quand même exceptionnel, c'est que si, pour une raison X, Y ou Z, ils ont besoin de sortir au bout de 2 ans, ils peuvent. Oui, tout à fait. Même plutôt, en fait, à partir du 1er janvier 2023, ils peuvent sortir quand ils le souhaitent. D'accord. Donc, il y aura une pénalité financière pour non-respect de la durée minimum, mais il n'y aura pas de blocage comme c'est l'habitude dans plein de fonds. Exactement, tout à fait. En sachant même que si on est sur un cas de déblocage légal, par exemple le décès, l'invalidité ou le licenciement, le déblocage se fait gratuitement à tout moment. D'accord. Et alors, qui leur rachète leur part? C'est vous ou vous devez trouver une contrepartie? C'est le fonds. En fait, c'est le fonds qui assure la liquidité pour les investisseurs. Donc, structurellement, dans le fonds, on a 5 à 10% de liquidité. Ça va réduire un peu la performance. C'est ce qui réduit un petit peu la performance. En termes de rendement brut embarqué dans le fonds, aujourd'hui, on est sur un petit peu plus de 10% de rendement. Et on part du principe que l'objectif de rendement net pour les investisseurs sera de l'ordre de 6 à 7% par an. Donc, le différentiel, c'est le pourcentage de liquidité et bien entendu les frais de gestion, puisque le fonds supporte des frais de gestion. En l'occurrence, pour la part A, qui est accessible à partir de 1 000 euros, les frais de gestion sont de 2,45% par an. D'accord. Alors, juste, on va rappeler les règles fiscales du FCPR et après, on va s'arrêter parce qu'on a pris déjà beaucoup de retard. Alors, le FCPR, quand on y sort après 5 ans, on ne paye pas d'impôt, mais on paye de la CSG, c'est ça? Alors non, sur un FCPR qualifié de fiscal, c'est ce qu'il se produit. Mais un FCPR qui investit sur de l'immobilier, qui va financer des programmes immobiliers, ne peut pas bénéficier de cette fiscalité favorable. Alors la fiscalité du FCPR entrepreneur et immobilier, pour les personnes physiques, c'est la flat tax. Pour les personnes morales, c'est l'impôt sur les sociétés. Comment? On rappelle la flat tax, 30%. C'est ça, 30%. Pour les personnes qui ne sont pas des résidents fiscaux français, il faut savoir que ces distributions correspondent à des intérêts. Voilà, donc en fonction du pays de résidence fiscale,
Là, je peux vous dire que le fonds va faire sa première distribution à la fin de cette semaine, donc à hauteur de 27 € par part. Cette distribution sera fiscalisée à la flat tax pour les personnes physiques françaises et sera versée donc en intégralité pour les personnes physiques résidentes étrangères. Charge à elles ensuite de s'occuper de leur propre fiscalité. Si c'est un intérêt, ça ne sera pas imposé pour les résidents fiscaux portugais. Voilà, c'est un intérêt. Bénéficie du statut de RNH, bien sûr. Et j'avais une dernière question à vous poser. Oui, alors un fonds comme ça, bon là je vous parle un petit peu comme une personne intéressée en gestionnaire de patrimoine, ce serait vraiment bien de pouvoir le mettre en assurance vie. Vous y êtes ou vous êtes en discussion, avancé, pas avancé, retardé? Alors, la discussion est avancée avec certains assureurs vie français, en sachant que sur les assureurs vie luxembourgeois, c'est beaucoup plus facile. Je devrais dire même beaucoup plus facile avec les assureurs vie luxembourgeois. Les assureurs vie français, avec certains, ça avance, mais c'est un petit peu plus complexe. On est sur un produit réellement très innovant. Aujourd'hui, du point de vue de la structuration juridique, ça peut poser quelques problèmes aux assureurs français qui ont leurs habitudes, dirons-nous. Très bien. Sébastien, on reviendra sur ce sujet. C'est vraiment passionnant. Vous savez que c'est un sujet qu'on aime bien ici. On en a souvent parlé avec Grégoire Linder de Riser, où c'est vraiment le cœur de leur métier. Il est très régulièrement dans l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours, toujours sur le même sujet où on va continuer à le développer. On va essayer de faire venir un assureur pour parler avec vous. Super, avec plaisir, Berlin. Merci. Bonne soirée, Sébastien. C'est maintenant au tour de Mehdi Benlassen. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir, Bernard. Comment allez-vous? Bien, et vous? Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, bien. Alors, à Lisbonne, beaucoup vous connaissent, mais nos auditeurs de France n'ont pas ce plaisir. Vous êtes professeur d'économie au lycée Charles Lepierre, qui est le lycée français de Lisbonne, où vous êtes installé depuis 13 ans. Vous êtes présent dans le monde associatif et politique. Vous êtes un militant engagé et vous êtes venu ce soir nous parler de l'enseignement français hors de France et voir si on peut parler de patrimoine national. C'est une bonne question. Il nous faudrait beaucoup de temps pour en parler et peut-être nous accorder au départ sur la notion de patrimoine. Bon, on n'est pas là, je ne suis pas là pour prendre ma casquette de professeur d'économie. En 30 secondes, pour un professeur d'économie, en économie, c'est quoi le patrimoine? Patrimoine, c'est quelque chose, c'est de l'argent que vous allez avoir mis de côté, ou c'est quelque chose, oui, c'est un placement qui va vous permettre d'avoir un revenu additionnel du patrimoine, si c'est du patrimoine immobilier, de la location de biens, si c'est du patrimoine mobilier, des revenus d'actions, de codévie ou de placement mobilier. Donc, c'est vrai que si on transpose ce terme-là au réseau d'enseignement français à l'étranger, on pourrait se poser la question de savoir si ce réseau qu'on appelle l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, ou pour ceux qui sont fervents admirateurs d'acronymes, l'AEFE, est quelque chose qui dégage un revenu direct ou indirect, qui permet, on va dire, une rentabilité sur investissement. Comme on va dire, dans tout patrimoine, dans tout investissement administratif, c'est très difficile à quantifier. Il y a quelque chose, on va dire, de quantifiable, c'est le patrimoine immobilier de l'État en termes de bâtiments, de terrains, de structures immobilières. Le réseau AEFE est organisé autour de 3 types d'établissements. Les établissements qu'on appelle la gestion directe, comme c'est le cas du lycée de Lisbonne. Les établissements conventionnés qui ont un statut, pour simplifier, un petit peu hybride, c'est le cas de Porto, mais c'est des structures privées. Ou les établissements juste homologués qui sont des structures, des entreprises privées, on va dire. Encore une fois, pour schématiser, pour aller vite. C'est le cas, par exemple, pour ceux qui connaissent, de la Redbridge School à Lisbonne. Dans le cas d'un établissement à gestion directe comme Lisbonne, effectivement, l'État français est propriétaire du terrain, est propriétaire des bâtiments et donc est propriétaire d'un capital. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un patrimoine économique, mais je ne suis pas sûr que ce soit le point le plus intéressant pour nous. Je pense que le vrai patrimoine de l'enseignement français à l'étranger, c'est le patrimoine qui est peu quantifiable, c'est, on va dire, le patrimoine culturel, le capital culturel, comme dirait Bourdieu, pour prendre ma casquette de sociologue, et surtout le capital social, ce qu'on appelle en anglicisme le soft power. Et c'est vraiment, je pointe de ce point de vue-là que le retour sur investissement est sans doute le plus important, mais aussi le plus difficile à mesurer. On va dire qu'historiquement, le réseau AEFE est un réseau qui forme des élites,
aussi bien françaises, mais surtout les élites politiques des pays locaux où ils sont implantés. C'est le cas pour nous au Portugal. Il y a énormément d'hommes politiques et de femmes politiques portugaises qui sont passés par le lycée français de Lisbonne ou par le lycée de Porto. Et donc, ça permet de tisser des relations privilégiées avec un certain nombre de personnes qui peut, en termes de soft power, être très profitable à la France. Je vous donne un exemple. Il y a quasiment 10 ans, 8 ans, c'était un de mes premiers dossiers chauds en tant qu'élu et militant associatif. Il y a eu un gros conflit fiscal qui s'est déclaré entre la France et le Portugal sur l'application de la convention fiscale, notamment autour de la notion de résidence des fonctionnaires français au Portugal. Ça a été très tendu puisque le fisc portugais réclamait 5 ans de redressement aux fonctionnaires français en poste au Portugal. Et c'est typiquement un des dossiers qu'on a pu faire avancer grâce au soft power, grâce aux membres du gouvernement portugais ou des hauts fonctionnaires portugais qui étaient passés par le lycée, avec qui on avait un contact privilégié et qui nous ont permis de résoudre ce problème. Voilà, notamment Carlos Moedas, pour ne pas le citer. Donc, c'est des choses qui sont difficilement mesurables, ce réseau, comme n'importe quel réseau social, mais qui représentent un vrai avantage pour la France. D'accord. Et l'origine de l'enseignement français à l'étranger? Alors, l'enseignement. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau AFE a été créé il y a à peu près 30 ans. On a fêté les 30 ans l'an dernier, qu'on n'a pas pu fêter pour cause de Covid. Tous les événements liés à cet anniversaire ont été reportés, retardés, voire annulés. La création de l'agence il y a 30 ans a permis, on va dire, de codifier le réseau, puisque c'était surtout des établissements qui étaient sortis de terre il y a très très longtemps. Par exemple, le lycée français Charles-Pierre a plus de 50 ans. Il était intégré au réseau sans être intégré au réseau. Cette organisation, l'AFE et tout ça, elle ne fait que écho à un enseignement français beaucoup plus lointain. On remonte au XVIIe siècle pour retrouver le début de l'enseignement français. Dans l'établissement de certaines paroisses à l'étranger, par exemple ici Saint-Louis des Français, il y avait effectivement cet enseignement qui à l'époque était théologique et religieux, enfin, c'est un pléonasme. Et ça s'est, au fur et à mesure, ça s'est codifié, ça s'est installé dans certains établissements. Alors, traditionnellement, là où les premiers établissements, on va dire, sont ouverts, c'est entre guillemets dans les anciennes colonies et dans les pays à forte stratégie. Et c'est vrai que l'implantation du réseau aujourd'hui est très, très forte en Afrique, surtout en Afrique du Nord, au Liban et sur la péninsule ibérique. Voilà. Par exemple, l'Espagne est un des pays du monde où il y a le plus d'établissements. Je ne vous mentirai pas en vous disant que je ne connais pas la raison historique de cette forte implantation en Espagne. Mais je sais qu'à titre personnel, j'ai été très frappé par une rencontre que j'avais fait à Madrid d'un député européen espagnol qui expliquait qu'il avait été scolarisé au lycée français de Madrid pendant le franquisme et je sais aussi que j'en ai discuté avec des familles portugaises ici. Les établissements français à l'étranger dans ce genre de pays ont été pendant très très longtemps des enclaves de liberté. C'est-à-dire la démocratie ne se vivait qu'à l'intérieur de nos établissements, puisque vous imaginez bien que sous l'Espagne de Franco ou sous le Portugal de Salazar, expérimenter la démocratie et apprendre les valeurs universelles de la République française n'étaient pas forcément les bienvenus ailleurs que dans l'établissement. Donc l'établissement était aussi de ce point de vue-là un véhicule de soft power très important et qui a permis de tisser des liens avec on va dire l'aristocratie politique ou le personnel politique des pays d'accueil, de tisser des liens très importants qui permettent de faire avancer certains dossiers. Ça permet de tisser aussi de créer aussi des passerelles avec le milieu d'affaires local, puisque vous avez aussi un grand nombre de personnes qui sont passées, d'élèves qui sont passés par ces lycées qui deviennent ensuite chef d'entreprise ou dirigeant de grands groupes d'entreprises. Hein. C'est le cas du PDG de Citroën, qui est un ancien élève du lycée français et qui est aujourd'hui directeur de Citroën en France et qui voit d'un bon œil effectivement toutes les coopérations franco-portugaises. C'est à chaque fois un avantage parce que vous êtes intégré fortement dans le pays d'accueil. C'est un réseau unique au monde
Okay. Les Américains on va devoir passer passer à la deuxième partie, de notre entretien là, parce qu'on est en train de prendre du retard. Mais donc, pour vous résumer, et c'était assez intéressant, on a le soft power et on a quelque chose qu'on oublie peut-être aussi, c'est que tout ça, il y a du bâti qui appartient à la France, que la France a pu financer avec les frais d'écolage, parce que l'enseignement français à l'étranger, il est rarement gratuit. Donc, ça contribue à enrichir donc l'État, la nation, enfin nous tous quelque part, avec ce bâti qui est possédé. Et j'imagine que dans les pays où il y a une histoire ancienne, ça doit être des bâtis de qualité, peut-être pas aussi fonctionnels que les enseignements le voudraient, mais en tout cas des bâtis historiques et de qualité qui ont une vraie valeur. Alors, ce n'est pas toujours un avantage. Un bâti historique, on est confronté à ça à Lisbonne, puisque on ne peut faire aucun travaux sur le bâtiment central, pour ceux qui le connaissent, puisque c'est un immeuble qui est classé. Et donc, faire des améliorations ou prévoir des gros travaux sur cet immeuble prend énormément de temps, voire est impossible, d'où tous les soucis qu'on a eus sur le fait de devoir faire un autre projet immobilier en construisant des nouveaux bâtiments et tout le problème que ça peut entraîner derrière. Très bien. Alors, la deuxième raison de votre venue ce soir, c'est que, bon, comme je le disais, vous êtes un militant engagé et votre engagement, il passe par une deuxième présentation aux élections consulaires qui vont avoir lieu. Donc, je rappelle que vous, contrairement à Bruno Frenzel, vous êtes élu. Vous avez été élu aux dernières élections. Là aussi, comme pour l'anniversaire du lycée, on n'a pas pu faire les élections il y a un an à cause du Covid. Et donc, elles vont avoir lieu au mois de mai et vous dirigez une liste. Et là, je vous laisse nous expliquer. Merci Bernard. Donc, effectivement, j'ai été élu en 2014 sur la liste Français du Monde Citoyens Solidaires au Portugal. Nous nous représentons cette année de nouveau sous le même nom, Français du Monde Citoyens Solidaires au Portugal. Nous sommes soutenus par l'association Français du Monde. L'association Français du Monde, c'est une association qui regroupe 130 sections dans le monde, plus de 3000 adhérents, et qui est une association reconnue d'utilité publique qui sert, on va dire, de défense des droits des Français expatriés et d'interlocuteur préférentiel pour l'ambassade et pour le ministère concernant certains projets de loi. Donc, effectivement, on se représente avec la même philosophie qu'il y a 7 ans, c'est-à-dire avec une liste qui se veut ou qui essaye d'être le plus représentatif possible des Français du Portugal, avec des candidats et des candidates du nord au sud, avec des candidats et des candidates de divers horizons, à la fois fonctionnaires comme moi, entrepreneurs, travailleurs indépendants, avocats, notaires, etc., de diverses origines, français, luso-descendants. Notre idée, c'est de surtout faire en sorte que le conseil consulaire soit le plus efficace possible. C'est un mandat, je pense que c'est un mandat qu'il faut beaucoup expliquer pour pas créer de faux espoirs ou de fausses attentes chez nos concitoyens, parce que ce qu'il y a de pire en politique, c'est, je crois, créer de fausses espérances qu'on ne peut pas satisfaire derrière. Le mandat de conseiller des Français de l'étranger, c'est ni un mandat exécutif, ni un mandat législatif. C'est un mandat consultatif. On est là pour donner notre avis sur l'ensemble des politiques publiques à destination des Français de l'étranger et plus précisément, dans notre cas, des Français du Portugal. Donc, on a un champ de compétences qui est passionnant, mais qui peut paraître limité et qui, des fois, peut paraître frustrant. Il va y avoir une grande innovation cette année, c'est que pour la première fois, le conseil consulaire sera présidé par un élu, par un des 4 élus qui aura été désigné le 30 mai prochain, et non plus par l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Donc, les élus vont pouvoir réellement s'emparer des sujets, vont pouvoir réellement diriger les réunions et faire les ordres du jour et faire l'agenda politique des Français du Portugal. Et je pense que c'est important parce que s'il y a bien quelque chose qui peut paraître frustrant après ces 7 premières années de mandat, c'est que le mandat est passionnant. On est en soutien de la population française. On peut paraître des fois comme, entre guillemets, assistante sociale des Français du Portugal, mais on a peu de marge d'action et on a peu de liberté d'action. On va en avoir un peu plus. On n'en aura pas beaucoup plus puisque ce n'est pas un mandat exécutif. Malheureusement, nous ne prélevons pas l'impôt des Français de l'étranger et nous n'avons pas de budget à notre disposition réellement pour accomplir des actions. Donc, on est là pour orienter, pour donner des incitations, pour essayer de mettre en œuvre des projets qui seront repris ou pas par le ministère et par l'ambassade. Mais on va dire que construire réellement de toutes pièces une politique pour les Français de l'étranger, c'est pas de notre ressort malheureusement, ou en tout cas ça passe par d'autres types
on va dire, d'organismes et notamment les organismes associatifs. Bon, après, d'une manière, allez, j'ai envie de dire un billard à deux bandes, une fois élus, c'est vous qui voterez les sénateurs des Français de l'étranger et eux, ils ont un vrai pouvoir. Oui, ils ont un pouvoir législatif. Législatif. Pareil, ils ont un pouvoir législatif, donc ils peuvent légiférer sur… alors déjà, ils légifèrent pour tous les Français du territoire, pas seulement pour les Français de l'étranger. Et ils légifèrent également pour les Français de l'étranger. On va dire que pour les Français de l'étranger, ce sont des ambassadeurs des Français de l'étranger. Ce sont des lobbyistes de premier rang. C'est très compliqué d'installer un rapport de force à l'intérieur du Parlement pour les Français de l'étranger. Je rappelle qu'on a 23 parlementaires des Français de l'étranger et que ça veut dire que plus de 80% à 85% des autres parlementaires ne connaissent pas les problématiques des Français de l'étranger. Et c'est quelque chose qui est très préjudiciable, notamment lorsque vient le temps du débat budgétaire, en particulier sur le sujet qui nous occupait tout à l'heure, sur le réseau d'enseignement français à l'étranger. Par exemple, lorsque vous débattez de détacher plus de professeurs auprès de la l'AEFE, vous pouvez vous retrouver face à un mur représenté par les parlementaires de métropole qui, eux, ne veulent pas détacher plus de profs de leur circonscription, ce qui peut être compréhensible. Donc, c'est un vrai travail de lobbying, y compris de la part de nos sénateurs, pour faire avancer les dossiers des Français de l'étranger. Très bien. Allez, dernière question, la même que j'ai posée à Bruno. Si dans votre programme en entier, il y avait une seule phrase, voilà, une phrase qui résume tout votre programme ou qui ne le résume peut-être pas, mais en tout cas la phrase la plus importante et celle que vous voudriez que les gens retiennent ce soir. Alors, je dirais engagement et expérience auprès des Français du Portugal. Ça va être une élection, on va dire, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Une phrase. Ah, engagement et expérience auprès des Français du Portugal. Ok. Engagement et expérience auprès des Français du Portugal. Eh bien, s'ils vous donnent leur confiance, on espérera que vous serez engagés avec expérience auprès de nous tous. Je l'espère aussi. Merci beaucoup en tout cas, Bernard. Bonsoir et on se retrouvera pour une émission spéciale élection. Dès qu'on aura trouvé la date, on vous invitera comme tous vos autres compétiteurs. Voilà, c'est maintenant au tour de Grégoire Linder. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors Grégoire, on est terriblement en retard, donc avec vous, on va creuser notre retard. Alors allez-y, passionnez-nous. De toute façon, on a pété toutes les barrières, ça sonne dans les oreillettes. Allez-y Grégoire, c'est quoi votre projet ce soir? Ça va être super efficace. Alors je prends le relais. Sébastien Cosson qui fait du financement de promoteurs immobiliers, lui vient à fond. Moi, c'est opération par opération. Donc, je vous parle cette semaine de l'opération qui arrive dans les prochains jours. Celle-ci, c'est quelque chose d'assez atypique. C'est une opération de marchand de biens sur Irigny. Irigny, c'est une commune au sud de Lyon, 15 minutes du sud de Lyon. Et le promoteur régional qui a réalisé tout un tas d'opérations en région lyonnaise achète un château pour le découper en plusieurs lots. Donc, en l'occurrence, en une dizaine d'appartements, ça développe à peu près 580 mètres carrés. Il va vendre dans les 3 900 € du mètre carré. Donc, on est en phase amont de l'opération, c'est-à-dire qu'on intervient sur un financement au moment où il achète ce château. Il n'a pas encore commencé la commercialisation, il n'a pas encore évidemment commencé les travaux parce qu'il n'est pas encore propriétaire. Et donc voilà, on est sur une opération qui va dégager une marge tout à fait intéressante de l'ordre de 15-20%. Et sur un prix de vente, 3 900 € du mètre carré, pour un rapport par rapport à un centre de Lyon à 15 minutes qui explose depuis les dernières années, où on voit des prix parfois à 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 € du mètre carré dans le centre de Lyon. Donc, c'est une bonne zone de report pour des Lyonnais qui veulent chercher un peu de verdure et surtout un cadre un petit peu atypique, parce que vivre dans un château, c'est possible. Ça va être plutôt des petits appartements ou des grands appartements qu'il va faire? C'est plutôt pour des familles ou pour des jeunes couples? Ce sera des T1, T2 et je crois qu'il y a un ou deux T3. Donc, c'est plutôt des petits appartements. Donc, sur l'opération, nous prêtons à l'opérateur qui lui-même apporte 300 000 € en fonds propres et nous, on va lui prêter 1 400 000 €. En échange de ce prêt, nous allons prendre une hypothèque de premier rang sur l'actif, le château, et une caution personnelle aux dirigeants, aux promoteurs. C'est un prêt qui est rémunéré à hauteur de 10% pour nos investisseurs par an pour une durée de 24 mois. Ça, c'est plutôt la fourchette haute des rémunérations. C'est plutôt sur une fourchette haute des rémunérations, exact.
Donc, on a fait un taux, on a décidé de présenter un taux de 10% parce qu'on n'a pas encore commencé la commercialisation de ce dossier. On part sur une feuille blanche. Ceci étant dit, à 3 900 € du mètre carré en première couronne lyonnaise, on trouve que l'opération est intéressante avec de bonnes garanties. Donc, c'est un dossier qui sera présenté en fin de semaine, cette fin de semaine, donc ouvert à des tickets d'investissement à partir de 1 000 €. Tout le monde peut investir en étant un investisseur particulier français, portugais ou personne morale via ces sociétés. Nous acceptons tout type d'investisseurs et toujours avec le code promo French Radio 21, eh bien, vous aurez 100 € offerts pour votre premier investissement sur notre plateforme Raizers, raizers.com. Voilà Bernard, j'ai été super court. J'espère que je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. À vous aussi. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Thierry, on vous rend l'antenne avec 10 minutes de retard, mais on vous la rend. La French Radio. Portugal.